Bienvenue à l'assistant coach, podcast de la NFL. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi, coach? Ben oui, coach. Moi, mon nom, c'est Julien Gagnon. Je suis venu me présenter. Je suis l'animateur d'aujourd'hui. Tout ça est en ordre inverse parce que une fin de semaine complètement folle. Marc-André, tu m'avais dit la semaine 1 que tu étais déçu des matchs. Cette semaine, est-ce que ça va un peu mieux? Oui, je me sens mieux. J'ai l'impression que j'ai vu du meilleur football cette semaine. Ça reste que il y a beaucoup de surprises dans cette saison-là. On en reparlera, mais vraiment, je suis agréablement surpris de cette deuxième semaine-là. J'ai beaucoup aimé ma fin de semaine de Mais football. il y a toujours des belles surprises. Et aussi, parmi les belles surprises, c'est que cette semaine, on a eu quelques commentaires de nos auditeurs, des gens proches de nous, comme ma femme et, et mon frère. Mais je tiens à vous dire, là, si jamais vous avez des commentaires par rapport à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire. On est ouvert aux commentaires. Et aussi, je vais me permettre une petite remarque, c'est que plus la saison va avancer, plus, dans le fond, la manière qu'on va parler des équipes va évoluer aussi avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on va parler un peu des progressions pour la saison prochaine, même si les équipes ne sont pas qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Des jeunes sensations qui ressortent aussi. Donc, plus il y a de contenu, plus il y a de matchs, plus l'émission va évoluer aussi. Donc, on ne gardera pas exactement le même format au courant de toute la saison de football. Exact. Puis c'est le moment, je pense, où je plug nos réseaux sociaux pour qu'on ait des commentaires. Ben, tout à Fait que l'assistant coach podcast, en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, l'assistant coach podcast @gmail.com. Sinon, il y a notre page Facebook, l'assistant coach podcast aussi, qui est là. À quand le site web? Je suis pas rendu là encore. OK, parfait. Je suis pas rendu là. Mais c'est toi qui gères ça. Donc, Oui, c'est moi qui gère je ça. vais juste voir s'il y avait un futur prometteur. On a eu notre premier commentaire sur notre page Facebook. C'est Danny Lebreu. On le salue. Félicitations à tes Bills et à tes Jaguars qui sont en feu. Est-ce que tu voudrais citer le commentaire ou c'était pas pertinent? C'était juste pour dire que, parce que j'avais passé un commentaire en disant que ta partie émotive sur les Steelers valait la peine dans le podcast de la semaine passée. Et il a juste répliqué en disant que je semblais émotif, moi aussi, en parlant de la dégelée que les Packers avaient mangée. Oui, mais en même temps aussi, tu le savais, hein, parce que les Packers, historiquement, se doivent d'être pas bons semaine 1. Oui, semaine 1. Puis là, après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont finir la saison quand même avec 13 victoires. Ouais, ils vont finir premier de leur association. Donc, c'est pas grave. Ils vont avoir le bye week, ça me stresse pas. Donc, dans le fond, là, j'aimerais ça commencer un peu à l'inverse de cette semaine, comme mon introduction aussi pour l'émission. J'ai un petit quelque chose à dire avant. Oh, tu m'interromps? Ben là, je t'interromps pas, je te l'avais dit avant. C'est toi qui as oublié. Là, là tu as voulu, je t'interromps. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, quand je parlais de surprise tantôt, j'ai vu une statistique quand même franchement intéressante. Je me souviens plus dans quel match, mais j'ai vu une statistique franchement intéressante. Pour les initiés du football, en 2020, il y a 2 ans, les séries éliminatoires ont été refaites pour rajouter une équipe de plus dans les séries éliminatoires. Depuis que ces séries éliminatoires-là ont été changées, il y a eu 18 équipes qui ont commencé la saison 0-2. Et de ces 18 équipes-là, Julien, il y en a combien qui ont fait les séries? Les Steelers. 0. Oh, oups. Il y a 0 équipes qui ont commencé la saison 0-2 qui ont fait les séries éliminatoires depuis que le format des éliminatoires a changé. Et je tiens à dire qu'en ce moment, il y a les Bengals, les finalistes du Super Bowl qui sont 0-2, les Titans du Tennessee qui ont fini premier dans l'association américaine l'année passée qui sont 0-2. Il y a les Raiders que tout le monde vantait cette saison qui sont 0-2. Et il y a les Colts que tout le monde disait que c'était leur année aussi qui sont 0-1. Ils ne sont pas 0-2, ils sont 0-1. Est-ce que tu m'as parlé des Panthers aussi qui sont 0-2? Ouais, mais eux, je ne parlerai pas de toutes les équipes qui sont 0-2. Là, mais ils ont quand même commencé la saison 3-0 l'année passée. Ouais, mais c'est les Panthers. Là. Mais moi, je te parle d'équipes qu'on voyait peut-être aller loin. Là. Ils ont Sweet Baby Baker Mayfield. Oui, je le sais, mais bon, il manque quand même beaucoup d'autres choses. Baker's mais moi, ce que je veux te dire, c'est que je serais quand même franchement étonné que ces 4 équipes-là manquent les séries. Donc, je pense qu'on va changer la tendance cette année et qu'il y a au moins une de ces 4 équipes-là qui vont faire les séries. Surtout que je salue tous les fans des Jaguars. Après la semaine 2, les Jaguars sont en tête de leur division avec une fiche de 1-1. Et les Texans de Houston sont 2e de leur division avec une fiche de 0-1-1. Donc, je serais très surpris que les Colts et les Titans ratent les séries. Moi, je m'attends qu'il y ait une de ces 2 équipes-là qui reprenne le dessus et qui fasse les séries. Donc, je pense qu'on va briser la tendance de cette statistique-là. Mais en fait aussi, je pense que l'échantillon est très bas aussi, très faible. Comme tu l'as dit, ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Donc, on verra cette année. Il y aura une première atout. Il y a toujours des équipes qui
C'est pas toujours l'équipe qui finit en tête de l'association qui va au Super Bowl. Il y a des wild cards qui s'en vont là aussi. Donc, il ne faut jamais négliger les gens qui ne sont pas au sommet de leur division. Souvent, non les plus. équipes qui arrivent en wild card, ils arrivent hot parce qu'ils ont eu une bonne fin de saison puis ils causent des surprises en série. C'est souvent les équipes qui se rendent loin. Souvent, là, c'est ça qui arrive. Les équipes qui, des fois, ça fait 3 semaines qu'ils doivent absolument gagner à chaque semaine. Donc, ils sont déjà en mode série, déjà en mode guerrier. Donc, quand il y a un momentum là, qui se construit au fil des semaines, tu arrives en série puis tu continues là-dessus. Oui, donc il y a toujours des surprises qui arrivent. Mais parlant de surprises, il y a une équipe qui va extrêmement bien. Je pense que la transition là, de Wentz jusqu'à Jalen Hurts fonctionne bien pour les Eagles de Philadelphie qui ont gagné 24-7 contre les Vikings de Minnesota. Moi, dans le fond, là, je trouve ça vraiment le fun à voir parce que les Eagles, on dirait, là, tout le monde vantait A.J. Brown qui allait changer cette attaque-là. Oui, mais c'est surtout la confiance, le système de jeu. Je pense que dès le début de la saison, ils se sont dit Jalen Hurts, c'est notre corps, puis ça fonctionne bien, autant par la passe que par la course. Je sens que cette équipe-là est dans la bonne voie. L'an passé, on fait les séries éliminatoires là, comme 7e, donc tout juste à la fin, sur la dernière semaine, se sont classés. Je sens que ça va être peut-être beaucoup mieux pour eux. Donc, je sens vraiment là, un très bon début de saison, même s'ils sont 2-0. Je ne saute pas sur le bandwagon, mais la manière que ça se fait, je sens qu'ils vont faire des flamèches, puis je pense qu'on va en parler de plus en plus durant la saison. Donc, chapeau à eux. Bills gagnent 41-7 contre les Titans du Tennessee. Les Bills qui viennent de battre coup sur coup les champions du Super Bowl et les tops de la AFC de l'an passé. Est-ce que tu as vu ce match-là, les Bills-Titans? Aïe. Honnêtement, ça fait mal à voir pour vrai. Là. Sérieusement, c'est une domination totale des Bills. Domination totale, mais au premier quart, on veut dire que c'était très serré. Oui, j'avoue qu'au premier quart, c'était très serré. Mais même à ça, très serré, dans le sens que oui, pour moi, ça a fait un petit peu la même chose que la semaine passée. Je ne sais pas si tu te souviens, la semaine passée, quand j'avais parlé du match Rams-Bills, je t'avais dit que même à la mi-temps, même si c'était 10-10, je suis allé me coucher en me disant c'est sûr que les Bills gagnent ce match-là. Ouais, serré au score. Mais dans la façon que ça se jouait, c'était pas serré. Moi, j'ai eu un peu la même impression hier. Donc, juste pour t'arrêter, là, tu me dis que tu as vu la première demi, mais tu as dormi la deuxième. Non, j'ai commencé la deuxième demi, mais quand j'ai vu que c'était un blowout, je suis allé me coucher. Okay. J'ai commencé la deuxième demi. Je me souviens plus, j'ai arrêté c'était quoi le score, mais pour vrai, c'était un blowout. Tu n'as pas vu l'entrée en jeu de Malik Willis? Non, j'ai pas vu ça. Tu as manqué l'histoire qui a été créée hier. Voilà. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu retiens le plus de ce match-là? Tu dis dégelé, mais mettons là, ton impression générale, à part le fait que c'était pas proche. Moi, mon impression générale, c'est sûr, là, je pourrais partir sur les Bills qui sont exceptionnels. Stephon Diggs, vraiment exceptionnel. Moi, c'est niaiseux, mais ce qui m'a impressionné encore plus que Josh Allen hier, c'est la défensive des Bills hier. Ah, puis malgré le fait qu'ils ont perdu un joueur, là, je ne sais pas si tu as vu la blessure. Oui. J'ai vraiment eu peur. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le haut le cœur hier. Ah non, il est allé à l'hôpital et tout. Le DB, qui est Jackson, dans le fond des Bills, effectue son plaqué, mais en tombant au sol, dans le fond, son coéquipier qui vient aider à terminer le plaqué, plaque un peu trop haut, accroche la tête, puis au lieu que la tête de Jackson glisse sous le corps de Edmonds, il était piégé dans son ventre, dans le fond, piégé vers l'arrière. Donc, son dos et son cou complètement vers l'arrière, plié dans le mauvais sens. Et les médecins l'ont rapidement laissé au sol. L'ambulance est venue à côté, ils l'ont immobilisé. Tous ses membres bougent, mais ça fait peur. Ceux qui ont le cœur fragile, allez pas voir la reprise. Allez voir la reprise. J'ai vraiment eu peur de voir quelqu'un paraplégique en temps réel. J'ai vraiment... Ça a été le sentiment que j'ai vécu. Ça m'a fait froid dans le dos. Puis malgré tout, la défensive et les Bills ont été capables de terminer le match, malgré de voir un de leurs coéquipiers à la fin de la première demi. Parce qu'à la fin de la première demi, le score était serré. Il se passe cette blessure-là, puis on est capable de revenir en force pour lui. Peut-être que c'était un moteur de motivation, mais des fois, c'est ça. On ne veut pas voir ça. Non, clairement, on ne veut pas voir ça. Ça reste que c'est un sport de contact que ça peut arriver, mais c'est pas le genre de blessure qu'on aime voir. Non, c'est le genre de blessure qui rappelle Ryan Shazier des Steelers aussi. Je ne sais pas si tu avais vu quand c'était arrivé. Ça me dit rien, je me souviens pas. Il y a plusieurs années, linebacker effectue son plaqué pour stopper un running back, mais est pris dans un mauvais angle puis il fracture la colonne. Donc, il ne pouvait plus mettre de poids, il ne sentait plus ses jambes, en fait. Mais il était capable de revenir, puis il peut marcher. Mais maintenant, c'est un assistant coach avec les Steelers. Il continue à donner, dans le fond, l'organisation. C'est cool, Mais ça me rappelle, au moins, tous ses membres bougent. Donc, Jackson, bon rétablissement. C'est pas facile à voir. Puis on parle d'une blessure peut-être qui met fin à sa saison.
Mais j'espère que ça va bien se passer et qu'on va revenir au jeu rapidement dans la mesure du possible pour lui. Exact. Fait que moi, ce que je te disais, c'est que la défensive des Bills, pour moi, à la limite, est encore plus impressionnante que l'attaque des Bills dans cette saison-là. Peut-être parce qu'on attendait tellement l'attaque des Bills, mais pour moi, la défensive des Bills est incroyable. Là, elle vient de museler quand même 2 des attaques qui, l'année passée, dominaient. L'attaque des Titans puis l'attaque des Rams la semaine passée. Henry a juste 25 verges dans ce match-là. 25 verges au sol dans le match, c'est exceptionnel. Là, beaucoup de plaqués pour des pertes subies. Exactement. Donc, pour moi, c'est exceptionnel. Tu sais, Henry, puis là, je vais arriver sur l'attaque de Tennessee. Pour moi, c'est la grosse déception de Tennessee, c'est vraiment ça. Henry, en 2 matchs, il a 107 verges. Par les années passées, Henry, en 1 match, il aurait eu 107 verges. On aurait dit... C'est une game correcte, sans plus. Ouais. Puis là, en 2 matchs, il y a 107. C'est clairement en dessous de sa moyenne. Donc ça, pour moi, ça m'inquiète. Va vraiment falloir que Tennessee trouve une façon de relancer ce gars-là parce que sans Henry, l'attaque des Titans... Tannehill, c'est un corps correct. Il fait le travail. C'est un corps OK. Ouais, moi, je pense que, comme tu dis pour Tannehill, c'était pas de sa faute, la défaite. C'est qu'ils ont tellement muselé le jeu au sol que, dans le fond, ils n'ont pas eu le choix de passer plus. Puis là, un peu, les Bills, ils savaient qu'ils allaient devoir passer parce que Henry n'était plus dans le match. Il était physiquement dans le match, mais il n'était plus là. C'était plus vraiment une menace, il était arrêté. Puis dès que tu sais que le corps va passer, dès que tu commences en mode OK, là, je dois rattraper un déficit. Donc, on n'est plus en mode de contrôler le temps de jeu. Il faut qu'on passe plus. Donc, je pense pas que c'est la faute de Tannehill. Contre-performance, il était benché, je pense, pour son ego, pour dire hey, la dégelée, on va juste arrêter, on va te calmer, on va te rester sur le banc. Pour risquer, éviter les risques de blessure aussi là, à ce score-là, ça ne sert à rien de le laisser là de toute façon. Le match est fini. Tu vas mettre tes recrues pour qu'il y ait un petit peu de rep et qu'ils voient un peu. Regarde, à fond, une défensive rough, là, tu vas apprendre de ça. Exact, c'est ça. Regarde, le match est perdu, essaye. Fait que moi, il y a Henry. Il va vraiment falloir que les Titans essaient de trouver une façon d'impliquer Henry plus, y donner du succès plus. Parce que sans Henry, cette attaque-là ira nulle part. Puis, pour moi, l'autre gros point à savoir ce que les Titans vont être capables de faire pour se relancer. L'année passée, il y avait A.J. Brown comme receveur numéro 1. Il y avait aussi Julio Jones. Bon, ça n'a pas trop fonctionné l'année passée, là, mais il y avait quand même ces 2 gars-là. Ces 2 gars-là ne sont plus là. Ils ont amené Robert Woods pour comme un peu prendre la place de A.J. Brown. J'ai peut-être dit A.J. Green tantôt, c'est A.J. Brown que je voulais dire. Ouais. A.J. Brown, je m'excuse. Mais A.J. Brown, donc on a amené Robert Woods pour prendre sa place. Il y a 52 verges en 2 matchs, Robert Woods. C'est pas... donc, un peu la même chose. Il faut qu'on trouve une façon d'impliquer Henry. Il faut qu'on trouve une façon d'impliquer Robert Woods parce que sinon, cette attaque-là ira nulle part. Les Bills, je ne veux pas qu'on en parle à chaque semaine, mais je te relance sur ce que toi, tu m'as dit la semaine dernière ou peut-être il y a 2 semaines. Je ne sais pas exactement, mais tu me disais que pour toi, un des gros stress, c'était le jeu au sol. Ils ont dominé, mais le jeu au sol n'était pas dominant des Bills. Exact. Je voulais pas revenir là-dessus, mais merci de me poser la question. Pour moi, peur contre les grosses pour équipes, moi, ça reste une inquiétude. Encore. Absolument. Pour moi, ça reste une inquiétude dans le sens que Josh Allen, Stephon Diggs sont incroyables. Puis je dis Stephon Diggs, mais Kumaro a eu des gros catchs hier. Gabriel Davis n'était pas là hier, mais il reste très bon. Absence, Knox aussi a été très bon hier. Ils ont plein de bons joueurs, mais pour moi, j'ai l'impression que quand ils vont arriver dans des matchs importants, que ce soit en fin de saison ou peut-être même la semaine prochaine contre Miami, on en reparlera tantôt, j'ai l'impression que la lacune du jeu au sol va peut-être leur coûter aux Bills. Moi, je vais faire du pouce quand je vais parler du match des Cardinals plus tard. Parfait. Mais je vais revenir là-dessus parce que je veux qu'on fasse un parallèle avec les Bills. Puis je pense que le meilleur parallèle, c'est avec les Cardinals qu'on va les faire tout à l'heure. Je savais dans le fond rapidement parler du match des Packers-Bears 27-10. Plus ton impression sur les Bears. Je sais ce que tu penses des Packers. Ouais. mais est-ce que c'était un touché, ça la ligne? As-tu traversé? Très sincèrement, quand j'ai regardé le match, j'étais sûr que ça allait être un touché. Ouais, très honnêtement, là, moi, je pensais vraiment qu'il allait overturn la décision. Moi, je pensais vraiment que la pointe du ballon était par-dessus la ligne. Ouais. Je pense pas que ça aurait changé l'issue du match de toute façon, mais... Au lieu de 17 points, ça aurait été un 10 points. Les Packers auraient gagné quand même, mais bon, je pense quand même que les Bears auraient dû être crédités de ce toucher-là. Mais Justin pour moi, mettons, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Là, je t'ai parlé de c'est lui l'athlète, ça passe par lui. C'est lui l'athlète. Ben, toi, tu dis que ça passe par Justin Fields. Moi, j'avais dit que ça passait par Montgomery.
sais, la semaine passée, quand les Oui. Bears ont battu les 49ers, je t'avais dit, hey, je suis quand même étonné que les Bears aient gagné puis que Montgomery ait presque pas eu de verge. Ben Montgomery, hier, ça a été clairement la bougie d'allumage. Ben, en tout cas, il n'y a pas eu trop d'allumage, là, mais clairement, le seul bon joueur à l'attaque des Bears, ça a été Montgomery qui est allé chercher 122 verges au sol. Il était spectaculaire, le Montgomery. Des grosses courses à travers les bloqueurs, en plein centre, brise et plaqué. Il est excellent. Là. Montgomery, vraiment, ce gars-là, moi, je le prendrais à mon équipe n'importe quand. Mais Justin Fields, là, aïe, c'est pas évident pour vrai. 7 passes complétées dans le match, 70 verges. Souvent gardait le ballon très longtemps. Cherchait des jeux, des longs jeux pour rien. Ça n'a vraiment pas été un bon match pour Justin Fields. Son receveur numéro 1 qui est supposé d'être Mooney avec Robinson qui est parti. Mooney qui est supposé d'être son receveur numéro 1, moins 4 verges dans le match, Mooney. Moins 4 verges. En 2 matchs, il y a 4 verges, oui. Mooney. Je t'avoue que j'ai pas grand-chose de positif à dire sur les Bears. C'est place que je vais dire là. Même leur défensive a été complètement overmatch par les Packers. En début de saison, je te parlais que les Bears, je les voyais derniers de cette division-là. La victoire de la semaine passée a peut-être mis un bombe sur certaines choses, mais pas hier, mais dimanche, j'ai eu l'impression de voir les vrais Bears. Là. Mais en même temps, l'affaire que je veux dire par rapport à ça, c'est que je t'en parlais un peu, mais je ne sais pas pourquoi Bears-Packers, c'est encore prime time. C'est pas proche depuis 10 ans. Depuis 10 ans, même peut-être plus de 20. J'ai aucune idée, mais c'est plus proche. Fait on n'est pas dans les vieilles rivalités de 70-80. Là, ça fait comme une vingtaine d'années que les Packers dominent largement. C'est des matchs qui sont jamais serrés. Mais on dirait que c'est comme. Je suis un peu tanné, je suis un peu déçu à date des prime time du dimanche soir. Les jeudis et les lundis, on est servis, là, mais les dimanches à date des soirs. La semaine passée, même chose, c'était Tampa Bay contre Cowboys. C'est que c'est des gros marchés, ça fait venir des codes d'écoute. Mais effectivement. C'était pas un beau match. Puis même Chicago, comme tu dis, Chicago-Green Bay, je me souviens pas exactement de l'affiche d'Aaron Rodgers contre Chicago, mais c'est pas pour rien qu'Aaron Rodgers, à tous les matchs, on dit « I own you, I still own you ». Non, pas « on ». Il le dit lui-même. Oui, il le dit. Après marquer des touches. Oui, c'est ça. Il le dit lui-même. À la télé, on parle juste de ça. I own you. I own you. Mais je veux dire, you. l'affiche d'Aaron Rodgers contre les Bears, c'est ridicule, là, pour vrai. J'ai vu une statistique aussi pendant le match qu'en moyenne, Aaron Rodgers gagne contre les Bears par 15 points. C'est ridicule, en moyenne, là. Par 15 points. Je comprends même pas pourquoi c'est prime time. Probablement que c'est la plus vieille rivalité dans la NFL, en tout cas. Sûrement. Mais ce que je veux vous dire, par exemple, Green Bay, je ne veux pas trop m'attarder sur Green Bay, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que clairement, Matt LaFleur s'est ajusté par rapport à la semaine passée. Moi, je veux te poser une question, Julien. Si je te parle, enlève Aaron Rodgers, là, quel est le joueur le plus athlétique et le plus doué à l'attaque des Packers, à part Rodgers? A.J. Dillon. Je n'ai pas ta réponse. J'aurais pas dit lui. Ah? Moi, j'aurais dit Aaron Jones. Mais c'est bien que ce soit nos deux réponses. Okay. Parce que ça va justement appuyer mon propos. Parce que c'est exactement ça. Les Packers se rendent compte, avec le départ de Davante Adams, oui, Alan Lazare était là en fin de semaine, mais c'est clairement pas un receveur numéro 1. Leurs 2 meilleurs athlètes, c'est Aaron Jones puis A.J. Dillon. Les Packers ont joué presque la moitié de leur snap avec 2 running backs sur le terrain. Wow. Donc, Matt LaFleur, il s'est dit, mes 2 meilleurs athlètes, c'est mes 2 running backs. Je vais les mettre les 2 là, puis on va faire quelque chose avec ça. L'année passée, les Packers ont joué, dans toute la saison l'année passée, les Packers ont joué moins de jeux avec 2 running backs que dans le match d'hier, dans la fin de semaine. J'aime qu'il ose, j'aime qu'il s'ajuste, j'aime qu'il s'adapte. Mais Matt LaFleur, on en parlait. LaFleur. LaFleur. Je ne sais pas en anglais comment ils disent LaFleur. LaFleur. Hey, Matt. C'est sûr que je trouve qu'il s'ajuste. On parlait de lui, dans le fond, là, un peu comme de la même école là, avec Sean McVay, avec Mike McDaniels. Ils ont été ensemble assistants coach là, pour Washington à l'époque. Ouais. Donc, c'est des bons, entre ceux que je viens de nommer, c'est des bonnes têtes de football. Des bonnes têtes de football. Ils s'ajustent, puis ils vont prendre leurs joueurs, ils vont faire ressortir le meilleur des éléments qu'ils ont. Puis ce que j'aime, c'est que Aaron Jones est capable de courir en puissance, mais aussi d'attraper des ballons. C'est incroyable. C'est un bon, c'est vraiment un excellent, je ne veux pas dire dépanneur, c'est ça le terme, là, mais c'est un excellent dépanneur pour si tu ne passes pas tes receveurs ou ton tight end,
tu passes à ton running back qui est comme un peu comme dans l'entrezone, passer un peu la ligne à l'attaque, qui attend voir si tu veux le voir, puis qui marche un petit peu lentement. Mais dès que tu lui passes, il va faire des gros gains Mais après. moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'Aaron Jones Ouais. était plus juste dépanneur parce qu'il y a plusieurs jeux qu'Aaron Jones était sur le terrain, mais que c'était A.J. Dillon qui était à côté de Rodgers, puis que Jones il était vraiment placé à une place d'un receveur. Il se met en éloigné un peu. Exactement. Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé. Il dit, c'est mon athlète, il est meilleur que mes autres receveurs, c'est lui que je mets là. Puis voilà. Puis la seule statistique que je voulais dire en terminant, je ne veux pas trop m'attarder, Matt LaFleur, depuis qu'il est head coach, coach en chef des Packers, il a une fiche de 11 victoires, aucune défaite, suivant une défaite. C'est une stat qui ne veut rien dire. Bon, merci beaucoup, Marc-André, pour m'avoir éclairé. Je vais parler un peu rapidement des matchs Patriots-Steelers. Les Patriots qui gagnent 17-14, surtout grâce le jeu qui fait de la différence, c'est un punt qui a été dans la face du retourneur des Steelers et qui a rebondi directement dans les mains du joueur des Patriots à la ligne de diverge avant de marquer un toucher facile. Donc, c'était le jeu qui avait de la différence. Mais pour moi, les Patriots et les Steelers, ce que je trouve étrange, c'est que ces deux anciennes dynasties, c'est des équipes avec un grand historique. Donc, les analystes sportifs là, des grands réseaux les épargnent beaucoup je parle par principe et aussi par respect pour les entraîneurs-chefs, mais ce n'est pas deux équipes qui vont aller loin s'il n'y a pas des changements qui s'apportent rapidement. Autant pour les Patriots que les Steelers, je trouve que la défensive était très bonne, puis l'attaque était ordinaire pour les deux. Puis c'était un match qui était lent, qui était pénible à regarder, mais c'était moins stressant parce que j'avais moins d'attentes, mais c'était un match que je trouve vraiment, je vous dirais, mes attentes envers les Steelers, c'est je ne m'attends pas à grand-chose pour l'instant, parce que oui, la défensive est légendaire, mais elle commence déjà à être épuisée, déjà à être blessée. Puis l'attaque, pour moi, c'est la transition de donne du temps à Pickett pour qu'il un peu se familiarise avec la NFL, donne-lui un an, peut-être même une demi-saison, mais quand il va rentrer, c'est avec lui pour de bon, puis il va être bon. Puis je pense qu'ils veulent juste préserver leur jeune recrue, leur jeune corps, mais avec Trubisky, ça se passe pas. Ça se passe vraiment pas. J'ai pas trop de confiance. C'était mieux, mais c'était loin d'être bien. Bon, pour moi, ça fait le tour sur les Steelers Patriots. Mais j'allais juste te dire, parce que c'est ça, tu disais que ça prend des changements. Qu'est-ce que tu vois comme changement? Là, ce que je comprends, c'est que pour les Steelers, c'est un changement de corps. Là. On en est là. Changement de corps, mais aussi changement de jeu. On dirait là, c'est fini les passes où tu fais une passe de 3 ou 4 verges à ton receveur et tu espères gagner le premier jeu. Je veux voir plus de j'essaye la passe de 20-25 verges. Peut-être qu'il y a moins de chances de passer, mais il faut que tu étires la défense. Si tu es rendu prévisible et tu fais trop des courtes passes, la défensive se rapproche énormément de toi. Ça devient un jeu extrêmement précis et c'est plus difficile. Faut moins que la défensive ait une idée de hey, ça se peut qu'il m'en passe une par-dessus la tête. Parce que les jeux là, avec un screen planifié où est-ce qu'un receveur revient vers l'arrière derrière un de ses coéquipiers pour comme créer une séparation, ça se voit, ça se vu, c'est planifié. Puis quand tu en fais trop, tu deviens prévisible, puis le jeu est arrêté, il ne se développera pas. Enfin, dans le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir comme changer un peu le livre de jeu là, ou être plus agressif dans les jeux, essayer plus de wow, parce que là, à date, être trop conservateur, on devient prévisible, puis être prévisible, on se fait arrêter rapidement. Donc, ça marche pour les deux. Les Patriots, je ne comprends pas. Nelson Agholor, je vais être avec toi, tous les fans des Eagles de Philadelphie se sont dit, c'est qui ce gars-là? Pourquoi il n'a pas attrapé des balles comme ça avec nous autres? Parce qu'il échappait toutes ces balles-là. Il n'était même pas proche de les attraper. Je pense qu'il jouait avec ses mains, puis il les envoyait aux défenseurs de l'autre équipe pour faire une interception. Jamais il a attrapé une balle de même dans sa vie. Il fait ça contre les Steelers dans ce match-là. Regarde, bravo à lui. Il se crée une carrière. Un catch va faire sa saison. Ça va justifier sa paye. Bravo pour toi, champion. Mais ça pour dire que autant les Patriots, je pense que ça va prendre du temps. Parce que Mac Jones, il est prêt, il est là. Mais je pense que c'est l'équipe autour de lui. Brady est parti pour une raison. Et l'équipe est en reconstruction, des gros contrats qui ont peut-être été décalés pour que le paiement soit plus en fin de carrière. Fait que là, il écope un peu de tous les rabais qu'ils ont eu les saisons d'avant. Puis là, je pense qu'ils ont beaucoup de dead money, dead cap. Puis ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup de grosses signatures. Ils sont en train de développer des joueurs. Fait que les Patriots sont clairement en reconstruction, en transition. Je sens que ça va prendre, les Patriots sont sur la bonne voie. Ça va prendre quelques saisons. Mais je sens que les Steelers, ça va vraiment devoir changer le livre de jeu, vraiment être plus agressif, je pense. Tu sentais-tu, parce que la semaine passée, je fais un parallèle avec ce que j'ai dit, c'est ce que je trouvais plat de la Nouvelle-Angleterre dans leur match contre Miami, c'est qu'ils avaient abandonné le jeu par la course. Tu sentais-tu au moins que le plan de match était plus centré sur la course ou non? C'était vraiment bien balancé, je te dirais. OK, moins, il y avait des deux, même si les courses Bill étaient Belichick arrêtées. écoute l'Assistant Coach Podcast. Ouais, je pense que oui. Okay. Il a écouté tes conseils, il a traduit, il a dit... je pense que littéralement, il est arrivé voir son gars qui parle français, puis il a fait The important is winning. OK. Up to the Steelers. OK. Et je pense vraiment que c'est ça a été la bougie d'allumage là, suite à cette conversation-là qu'il y a eu avec
peut-être son entraîneur adjoint parle français, puis là, il a pu écouter un peu. Donc, on va revenir à nos matchs qui... là, maintenant, je vais parler un peu de mon devoir de match. Raiders, Oui. Cardinals. Oui. Remontée spectaculaire des Hey. Cardinals contre les Raiders. Les Cardinals qui gagnent dans un match complètement fou en prolongation, 29-23. Gros match. Marc, est-ce que toi, tu as vu mon devoir de match ou pas du tout? J'ai vu, après que mes enfants soient couchés, il restait peut-être un 7-8 minutes au dernier quart. Et donc, j'ai vu les 7-8 dernières minutes du quatrième quart et la prolongation. Tu as vu la fin? J'ai vu le bout spectaculaire. Oh, wow. Moi, je vais être franc avec toi. Là, les Raiders, inacceptables comme défaite, mais les Cardinals, chapeau. La différence dans ce match-là, c'est vraiment la blessure à James Conner. Quand les Cardinals ont abandonné le jeu au sol, puis ont fait ce dans quoi ils sont bons, ça a été du wow, ça a été des flamèches puis de l'étincelle. C'est pas compliqué. Les Cardinals là, mettent le ballon dans les mains de Kyler Murray, puis Kyler Murray essaie de faire une passe. OK? Point final. Puis si tu n'as pas d'option de passe, avec ton jeu de pied, tu as gagné tellement de temps que toute la défensive est essoufflée sur le terrain, puis après ça, utilise tes jambes puis gagne le premier jeu. C'est fou. Quand ils ont abandonné le jeu au sol, l'attaque des Cardinals a explosé. Les gros gains, ils les font courir, ils les font se déplacer, puis il est tellement mobile dans sa pochette et hors pochette, puis la ligne à l'attaque tellement disciplinée, nombre de fois qu'ils se regardent, ils se regroupent, ils font toujours face à la défensive, puis ils sont vraiment en mode « je me recentre, je recrée la ligne ». Ils poussent, le jeu se développe, Kyler Murray, il se déplace à droite, il revient à gauche, la ligne se referme, il recrée la pochette. C'était beau à voir, c'est du beau football. C'était vraiment hallucinant. Moi, pour moi, le jeu qui définit le plus, je pense que c'est sur le extra point de 2 points, Oh, si mon je me Dieu. souviens bien. Oh mon Dieu! La statistique, je pense que c'est que Murray a eu le ballon dans ses mains 20 ou 21 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Et Et il a couru, oui. je pense, c'est quoi, 84 verges? 69 verges. C'est n'importe quoi. Ils sont sur la ligne, là. Ils sont sur la ligne, en fait. L'affaire qui était inacceptable. Ils ont eu là, une punition pour retarder le c'est ça, match. je voulais dire, ça, c'est que. Fait qu'il était Quand- rendu à la ligne de 7 au lieu de la ligne de 2. Mais j'aime ça. Kyler Murray, il a vu la défensive, il a vu l'attaque, puis il a décidé On va de la pas prendre, stable le ouais. ballon. On prend ce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu, ils n'ont plus de time-out, ils se sont dit OK, je prends la pénalité parce que le jeu, ça ne marchera pas. Il a été assez intelligent et assez en confiance pour prendre la pénalité. Ils ont réglé de cette verge, mais il s'est dit moi, là, je vais faire une passe. On ne courra pas avec le ballon. Ils ont abandonné le jeu au sol. Je te dis, ça fait 30 minutes qu'ils ont abandonné le jeu au sol. 30 minutes de temps de jeu. Ça fait 2 heures qu'ils ne courent plus avec le ballon. Là. Ça fait 2 heures. Il savait qu'elle n'allait pas courir. Il n'a pas aimé la couverture. Il recule un peu. Il change le jeu. Puis lui, c'est un peu le même principe. 5 verges de plus ou de moins, c'est pas grave. Il prend la pénalité, il parle à son head coach, il change un peu le jeu, il arrive, il se prépare. Puis ça donne de quoi que le gauche-droite, puis avant qu'il avance, 69 verges, il a couru, puis le jeu a duré 20 secondes. T'imagines-tu? C'est fou, ça. J'ai vu une statistique là, hier, Jalen Hurts, et c'est le corps arrière qui lance le ballon le deuxième le moins rapidement, puis c'est 3,1 secondes avant de décocher en moyenne. Fait que, on parle en moyenne 3,1 secondes. On parle de c'est le deuxième plus lent avant de décocher une passe. Imagine 20,7 secondes. 20,7 secondes. C'est hallucinant. Mais je tiens à dire 2 choses. Les Cardinals ont abandonné le jeu au sol. Ça leur a souri. C'est leur force et leur identité. Les Raiders aussi, ils ont abandonné le jeu au sol. Ils sont mis à faire plus de passes. On dit ils font des points, on va en faire plus. Puis c'est là que ça a dérapé. C'est là que ça a dégénéré. Derek Carr, j'ai trouvé extrêmement patient dans sa pochette, vraiment bien contenu. Mais au début du match, quand ta ligne en attaque est en forme, puis est en santé, puis est comme top shape, ben c'est sûr que ça va bien, mais il gardait la balle trop longtemps, puis c'est pas le corps mobile, c'est le corps qui dégaine. Il y avait moins de temps pour lancer au 4e quart qu'il y en avait au 1er quart. Il ne s'est pas ajusté, il n'est pas resté mobile. Nombre de fois qu'il y a eu des sacs pour des grosses pertes, ou même j'étais surpris qu'il garde encore des fois la main sur le ballon encore. Je tiens à dire que les Raiders auraient dû courir plus, ils auraient dû couler plus le temps de jeu. Puis ce match-là, c'est hors de question que les Raiders devaient perdre ce match-là, puis ils ont perdu. Chapeau à Kyler Murray, l'athlète qu'il est, le système de jeu, la confiance, puis les calls vraiment agressifs qu'ils ont eu. Ils sont allés en 4e essai, ils étaient en mode pour gagner. Puis wow, la défensive, chapeau. La défensive des Cards a bien joué tout le long du match. Elle a été quand même solide tout le long du match. La différence, c'est les Raiders, quand ils ont abandonné le jeu au sol pour comme faire un peu comme match contre Kyler Murray qui fait des gros jeux et tout, c'est là qu'ils sont perdus. Au début, ils couraient bien avec le ballon, mais je pense que les Raiders ont créé leur propre perte aussi. Puis ça, je tiens à dire que pour les Raiders, avec tout l'argent dans la off-season qu'ils ont dépensé sur ça, avec Max Crosby, qui est un des bons chasseurs de corps. Donc, ils ont une très bonne défensive. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de blessures. L'attaque est extraordinaire sur papier. 0-2, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Ben, c'est inacceptable. Puis en fait, tu sais, j'ai pas vu tout le match, mais pour vrai,
avec la division que les Raiders ont, une fiche de 0-2, c'est triste, mais c'est presque insurmontable. Ben, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est presque insurmontable fini, dans le sens que faut qu'ils gagnent au minimum 10 des 15 matchs qui restent pour finir avec 17. Je pense pas qu'il y a une équipe dans la AFC cette année qui va faire les séries. 2 contre les Chiefs, 2 contre les Broncos, c'est ça. puis 2 contre les Chargers. Mais ils ont eu un match contre les Chargers déjà. Fait que ça veut dire qu'il te reste encore 5 matchs contre ces équipes-là, puis il faut que tu en gagnes 10 sur tes 15 derniers. Moi, je vois pas. C'est plate, mais pour moi, il est presque déjà trop tard pour les Raiders. Là, ça va être excessivement difficile. Ouais. Puis moi, la seule chose que je veux dire par rapport à James Conner, en début de saison, je me souviens plus si j'en avais parlé, j'avais une crainte par rapport à James Conner en étant le running back numéro 1 des Cards. Parce que l'année passée, il y avait un gros breakout year. Mais pourquoi il y avait un breakout year? C'est que Chase Edmonds il était là comme numéro 1, puis que James Conner, tout ce qu'il faisait, c'est aller avoir le ballon en dedans de la ligne de 5 verges. Il y a eu un nombre incalculable de touchés l'année passée. Ça paraissait exceptionnel. Il y a eu un gros contrat à cause de ça, mais pourquoi? C'est qu'il y avait juste il touchait le ballon juste à l'intérieur de la ligne de 5. Mais là, quand il reprend la charge d'un numéro 1, on a vu ça n'a rien donné avec les Steelers. Non. D'être numéro 1, c'est pas un numéro 1, James Conner. Puis je pense que c'est peut-être ça qui va... Trop blessé. Il y a eu des commotions. Il y a eu des blessures aux épaules, aux 2 épaules. Il y a eu des blessures aux genoux. L'année, c'est que ça va pas bien. Là. Toute la carrière qu'il a eue, là, c'est qu'il est trop amoché. Il prend beaucoup de fierté à foncer de tête première. L'année, tu te fais blesser. Puis il est bon pour des courts gains. Tu tournes un 2-3 verges, tu prends James Conner. Ils l'ont bien utilisé l'année passée. Tu es en première et 10, je prends Chase Edmonds, qui est beaucoup plus versatile, qui va attraper bien des ballons. Il y a une belle accélération. Chase Edmonds, là, si c'était pas de Kenyon Drake qui prend sa place, il était là. Kenyon Drake, là, il y a 3 ans, là, se blesse. Chase Edmonds, premier match de backup, 3 touchés, genre 170 verges. Puis là, le match d'après, il se blesse à moitié du match. Kenyon Drake revient puis garde son poste de partant après. Chase Edmonds, il y avait les aptitudes et les capacités pour être excellent. Puis là, en tout cas, tant mieux pour lui qui est rendu à Miami avec la sauce qu'il connaît. Fait que c'est tant mieux pour lui. Mais bref, ça pour dire que je sens vraiment que les Cardinals, la victoire leur fait du bien. Ils sont capables d'avoir des bons succès. Puis je pense que ça leur a appris sur leur identité qu'est-ce qu'eux veulent faire dans le match, qu'est-ce qui leur crée du succès. C'est vraiment la passe puis la course avec Kyler Murray s'il n'y a pas d'option de passe. Il étire les jeux, là, ça devient extrêmement dur pour une défensive, couvrir son receveur pendant 10-15 secondes. Peu importe la défensive. Impossible. Couvrir un receveur pendant 15 secondes, il y en a un qui va s'ouvrir, puis le gros jeu s'en vient. Fait que chapeau à lui. Il est extrêmement patient et mobile pour gagner du temps. C'est une super belle performance qu'il a faite. C'est vraiment éclaté comme match. J'ai adoré ce match-là. C'était vraiment le fun. Je suis content. Broncos-Texans, dans le fond, les Broncos gagnent 16-9. Un match vraiment à bas pointage où les deux équipes ont de la misère à marquer des points. Marc, les Broncos avec Russell Wilson, t'es-tu... J'ai pas vu le match. Je tenterai pas de te dire des choses que je n'ai pas vues, mais disons que les résultats des 2 premiers matchs des Broncos me laissent sur mon appétit. Je suis très, très honnête. Ouais. Là, la semaine passée, défaite contre les Seahawks, puis cette semaine, une victoire à l'arraché contre les Texans. Russell Wilson a de la misère à mettre des points sur le tableau. Est-ce que c'est juste le fait qu'il s'acclimate à un nouveau système de jeu? Est-ce que c'est Nathaniel Hackett qui est là comme nouveau coach en chef, qui a peut-être été surévalué un peu en étant avec Rodgers puis Matt LaFleur à Green Bay? Je sais pas. J'ai beaucoup de questionnements par rapport à cette équipe-là. Le temps va nous le dire, je pense. Oui, exact. Parce que j'ai été le premier à le dire en début de saison que pour moi, l'arrivée de Russell Wilson faisait des Broncos une équipe élite. Parce que de ce que je voyais des années passées, c'est que tout ce qui manquait à cette équipe-là, c'était un corps arrière. Mais ça ne fonctionne pas. Le problème, je pense vraiment que c'est le changement d'entraîneur-chef. Ça se peut. Je pense qu'on dirait que c'est ça en ce moment. Cowboys gagnent 20-17 contre les Bengals. Les Cowboys qui avaient une avance de 17-0 se font remonter 17-17 et un botté en fin de match scelle la victoire 27. Chapeau Cowboys avec Cooper Rush qui a son 2e départ à vie va pour la victoire. Donc chapeau à lui. Les Bengals sont dans l'eau chaude en ce moment. Là. 0-2, comme je disais tantôt, 0-2. C'est sûr qu'ils ont une division qui peut être prenable, dans le sens que les Browns et les Steelers, même si je sais que les Steelers, c'est ton équipe, je pense pas que les Steelers ou les Browns vont menacer vraiment d'être en tête de la division. Mais pour moi, les Ravens, en ce début de saison-ci, sont clairement une meilleure équipe que les Bengals. Moi, je pense que les Bengals, le problème, c'est qu'ils sont vraiment banged up, les Bengals. C'est que Joe Burrow, l'année passée, malgré le nombre de sacs, malgré le nombre de remuements qu'il pouvait avoir, tu es capable d'avoir beaucoup de bonnes statistiques. Il fait vraiment des hauts pointages.
Là, le problème, par contre, c'est qu'il s'était fait saquer 7 fois contre les Steelers, 6 fois contre les Cowboys. La ligne à l'attaque, c'est une catastrophe. C'est ça, les là, dans le fond, Bengals, c'est que. là. Puis là, le problème, c'est que les équipes se sont ajustées à eux. Les Bengals avaient un bon plan de match. J'ai le sentiment qu'ils refont peut-être la même chose que l'an passé, mais ils ont beaucoup de footage. Puis là, ça va être aux Bengals d'être créatifs, de revoir un peu comment est-ce qu'ils développent les jeux. Parce qu'en ce moment, ils sont prévisibles. Jamar Chase, ils savent qu'est-ce qu'il vaut. Ils ont trouvé une solution pour eux. Les défensifs s'adaptent. Puis les défenseurs, les coordinateurs défensifs sont excellents pour trouver des solutions par rapport au schéma offensif des autres équipes. Fait que je pense que les Bengals vont devoir peut-être juste arriver avec de quoi de plus créatif puis sortir de leur zone de confort parce que si ça continue comme ça, je les vois avec une fiche perdante à la fin de la saison. Moi, je les vois finir 3e ou 4e parce que dès que Deshaun Watson revient pour les Browns, ça va être une autre histoire. Les Bengals, ça ne marchera pas. Puis les Ravens peuvent battre les Bengals 2 fois de suite. Puis tu as vu que les Steelers vont rebattre les Bengals encore. Ça se Fait que, peut. on ne sait pas, la division n'est pas gagnée. Tu les vois peut-être 2e. Moi, je vais peut-être même 3e ou 4e. Ouais. Il était 4e, 3e toutes les années. Là. Dans le fond, c'est l'an passé, ils ont eu un breakout year. C'est l'équipe Cendrillon, tout se passait bien. Mais les équipes se sont ajustées à ça. Peut-être qu'au début, ils disaient « Ah, c'est juste les Bengals ». Puis les Bengals, historiquement, ils ont toujours eu des bons receveurs de passes. Tu parles de Chad Ochocinco. John? Chad Owens. Chad Owens. Non, pas Chad Owens, c'est Chad Johnson. Oui, il est venu jouer avec les Alouettes en Il s'appelait plus. Chad Ochocinco pour 85 en Son espagnol. numéro. Il y a eu AJ Green. Donc, ils ont toujours eu des bons receveurs de passes. Ils ont des fois eu des bonnes saisons. Ils allaient en série éliminatoire, mais les gens le prenaient un peu de haut parce que, historiquement, l'équipe allait pas bien. Fait que je pense qu'ils ont été vus de haut l'an passé par plusieurs équipes. Ils se sont fait surprendre. Beaucoup de scores serrés. Beaucoup de hauts pointages, genre des 38-35. Mais là, les défensifs se sont ajustés. Là. Fait que là, c'est. Jamar Chase, je pense pas qu'il va avoir là, un autre 1500 verges là, ou un 1400 quelque chose. Là. Ça va être difficile à avoir. Donc, parce que surtout que là, il a été vu. Ils savent que c'est lui l'attaquant numéro 1. Fait que moi, je pense vraiment que ça va être ça. 49ers Seahawks. 49ers 27-7. À noter la blessure, dans le fond, à Trey Lance, qui est hors Saison pour la finie. saison. Saison finie. Ils reviennent avec Jimmy Garoppolo, qui était un backup non voulu parce qu'ils ont essayé de l'échanger à tout le monde. Personne ne le voulait. Maintenant, ça va être lui le starter à rabais. Man, c'est fou cette histoire-là. Je n'ai même pas envie de trop parler du match parce que j'ai pas vu ce match-là. Ben, il ne m'intéressait pas. Pour moi, c'est 49ers allaient gagner facile. Ils l'ont gagné facile. Ce qui me surprend, c'est vraiment qu'est-ce que tu retiens de la blessure de Trey Lance? Ben pour moi, c'est la preuve que dans le sport, des fois, il faut être à la bonne place au bon moment. Dans le sens que Garoppolo, c'est peut-être ce qu'il avait besoin pour relancer sa carrière. Puis même si j'ai pas vu le match, il semble avoir connu un bon match. Puis Trey Lance, la semaine passée, n'avait pas connu un bon match contre Chicago. Fait que tu sais, un peu comme tu parlais tantôt de Edmonds puis Kenyon Drake, des fois, il faut juste être au bon moment, à bonne place. Puis c'est peut-être ça que ça y prenait. Peut-être que ça va être avec les 49ers ou peut-être qu'après la saison, les 49ers vont l'envoyer ailleurs puis qu'il va garder un job de partant. Ouais. Mais il est là, puis il est prêt. Puis c'est ça. Des fois, c'est ça le sport. Tant mieux pour lui. C'est ça, tant mieux pour lui. Mais- C'est à lui de saisir son opportunité. Suite à ça, j'ai voulu checker le match un peu là, en accéléré. Là. Vraiment, là, j'ai skippé les pauses. J'ai skippé quand les Seahawks étaient à l'attaque. J'allais 49ers à l'attaque seulement. Puis j'ai pas la stats, mais ils couraient beaucoup avec le ballon. Puis moi, ça me faisait peur parce que oui, c'est un corps mobile, mais c'est un corps mobile parce qu'il lance peut-être moins bien encore, il n'est pas assez précis. Fait que moi, j'étais comme, boy, les équipes, là, ils le targetent un peu, là, ils courent, mais souvent, il se fait accrocher, il se fait frapper. C'est pas vrai qu'il sort tout le temps sur la ligne de côté ou qu'il slide là, pour avoir les pieds en premier. Il veut gagner des verges, puis ça l'a joué contre lui. Fait, dans le fond, j'étais comme, on dirait, je me disais, il court après le feu, il court après le trouble, dans le fond, puis c'est ça, le trouble est arrivé. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Rams-Falcons. Les Falcons qui ont failli gagner. C'était pas une interception en fin de match de Jalen Ramsey. Puis c'était toute une interception. Moi, j'ai juste vu les faits saillants. C'était toute une interception. Pour vrai, c'est un vol, là. 31-27. Il a sauté haut. C'est un vol. S'il ne l'attrapait pas, c'était un touché. Et les Rams perdaient ce match-là pour commencer 0-2. Puis ta statistique, on aurait parlé encore. On aurait rajouté. Mais les Falcons perdent vraiment d'une défaite crève-cœur contre les Rams. Donc, vraiment, chapeau aux Rams d'être sortis victoire. Ça prenait une victoire pour commencer la saison. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est 1-1. Donc, tant mieux d'éviter le 0-2. J'ai pas vraiment vu le match. J'ai juste vu les highlights comme toi. Donc, on passe au prochain match. Voilà. Giants-Panthers. Les Giants qui gagnent 19-16. Hey, si tu savais à quel point j'ai rien à dire sur ce match-là. Moi, je garde la bouche ouverte. Ce que j'ai à dire, dans le fond, c'est qu'on dirait les Panthers, ça va pas bien. Christian McCaffrey, on dirait qu'il n'est pas parti. Je ne sais pas exactement s'il va redevenir de sa forme d'avant, s'il est revenu à 100% ou c'est quoi son 100% maintenant. J'ai juste hâte de voir si ça va débloquer cette attaque-là. Mais les Giants, chapeau leur défensive, qui créent des revirements sur revirements. Ils ont du fun. Tu vois que c'est un trip de gang. Là, ils ont eu le culot de bencher Kenny Golladay.
qui était dans le fond une grande signature il y a 2 ans. Ils ont payé des millions de dollars. Là, je ne me plus exactement. Il jouait à le montant Détroit exact. avant. Non, pas Kenny Golladay. C'était, il jouait à Détroit. Non, il est rendu pour les Giants, puis il a joué 2 snaps. Puis dans le fond, la rumeur dit qu'il aurait vidé son vestiaire suite au match. Fait que sûrement qu'il va se faire échanger ou couper, mais pour lui, c'est fini. On a vu des vidéos là, durant la pré-saison où est-ce qu'il se forçait pas beaucoup. Il allait à travers les drills, mais il n'était pas top shape. Premier match désastreux, deuxième match, ils l'ont même pas joué. Merci, bonsoir. Bye bye. Fait, il y a une grosse identité de on court avec le ballon. Shaquan Barkley, excellent. Des bons tight ends cette fois-ci. Ils ont fait le ménage. Ils n'ont pas cru en Evan Engram qui ont tassé ce qui échappait trop les ballons. Là, maintenant, ils sont revenus avec une grosse défensive. Puis vraiment un jeu au sol soutenu. J'adore cette histoire-là. Tant mieux pour les Giants. Ils ont eu beaucoup d'années de misère. Ah oui, tant mieux. Ben oui. En fait, tant mieux pour les gens de New York parce que les deux équipes de New York, ça fait une couple d'années. Donc, par rapport au match, c'est sûr que moi, je suis super content de voir les Giants commencer 2-0 pour eux. Ça leur fait du bien. Je ne sais pas si ça va être soutenable. Ça se peut qu'ils finissent avec une fiche perdante. Ils peuvent enfiler 5 défaites de suite. Je ne sais pas si la nous réserve, mais pour l'instant, je suis content pour eux. Fêtez le début de saison-là. Je les encourage. Buccaneers Saints. Les Buccaneers qui gagnent 20-10 contre les Saints. C'était ton devoir de match, Marc. Et c'était 3-3 et il restait 7 minutes 40 au 4e quart. Si tu savais à quel point j'ai pas aimé regarder ce match-là tellement c'était plate et qu'il se passait rien. Mais non, c'est pas vrai parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses. À la fin. Mais à la fin. Mais pour vrai, les 3 premiers quarts, là, c'était un somnifère. Honnêtement, du côté de Nouvelle-Orléans, le fait que Alvin Kamara n'était pas là, ça a vraiment paru. Il manquait de punch à l'attaque. Ce gars-là amène vraiment quelque chose de différent. Ils ont rien. Tu sais, Ingram a eu quelques courses intéressantes, mais en général, le big picture, vraiment, Kamara a manqué. J'ai quand même été étonné d'une chose. Pour moi, c'est la première fois que je voyais Brady autant émotif sur le terrain. Il a passé les 3 premiers quarts à gueuler après tout le monde. À peu près à tous les jeux, il partait à courir après un arbitre pour dire qu'il y avait une punition. Il criait après ses receveurs. Il donnait de la merde aux gars en défensive. Il criait après tout le monde. Il est revenu au banc. Il pitchait les iPads sur le banc. J'ai déjà vu Brady fâché. Mais c'était, mettons, sur une séquence, il était fâché. Puis là, il reprenait son sérieux. Puis il allait. Mais là, il était fâché. Il criait après tout le monde. Moi, je l'ai jamais mérité? vu. Est-ce que tu... Est-ce que tu t'es dit, là, c'est un peu trop moi, oui, clairement. Moi, c'est trop. Il y a eu des passes, des jeux qui forçaient. Moi, je trouvais qu'il tentait trop les gros jeux. La force de Brady, moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est que sa force, c'était qu'il lisait bien les défensives puis il choisissait les jeux payants. Dans les 3 premiers quarts, Brady essayait tout le temps des passes de 20-25 verges. Il s'entêtait à aller dans du double coverage quand il y avait des fois des gars qui étaient, par exemple, 5 verges ou 6 verges qui étaient libres, prendre le jeu facile, le jeu de 5-6 verges, il essayait trop de choses, trop gros, puis il était tout le temps fâché parce qu'il pensait que le joueur en défensive avait fait un pass interference, puis là, il criait après l'arbitre. Puis après ça, il était fâché après son receveur parce qu'il ne s'était pas démarqué. Fait que moi, ça... Honnêtement, c'est quelque chose qui m'inquiète, moi, pour la suite. Mais penses-tu que c'est juste par rapport au fait que Buccaneers Saints, qui ont un gros historique, les deux équipes? Ça se peut qu'il y ait une historique, puis depuis que Brady est à Tampa Bay, c'est la première fois que les Buccaneers battaient les Saints en saison régulière. C'est que l'ancien corps arrière des Buccaneers, c'est Jameis Winston, qui est maintenant le corps arrière partant des Saints. Ça rajoute que c'est l'ancien coéquipier de beaucoup de monde qui est encore là aussi. Ça fait pas longtemps qu'il a quitté, là, c'est depuis l'arrivée de Brady. Fait que c'est de la 3e saison qui est à Nouvelle-Orléans. Puis je sais pas si tu as vu, tu sais, je voulais en venir, je prends la balle au bon. Winston, ce qui a fait la différence en fin de match, c'est clairement que Winston était tout partout. Il y a eu 3 interceptions en fin de match. Ça a été la différence. Et je ne sais pas si tu as vu la citation du gars en défensive de Tampa Bay, Devin White, qui a dit « On le connaît, Jameis Winston. Il était avec nous autres avant. C'est pas pour rien qu'il est parti. On le savait qu'il allait finir par lancer des interceptions. » La statistique, la quote exacte, c'est il a dit « We all know what he did for us. He threw 30 picks. » Voilà. Dans le fond, c'est ça. Il dit on sait ce qu'il a fait pour nous. Il a lancé 30 interceptions. Il a dit, je savais que la balle allait revenir vers nous autres. C'est méchant parce qu'il a quand même lancé cette année-là 32 passes de toucher puis passé pour plus que 5000 verges. Oui, exact. Mais pour moi, ça a été la différence dans le match dans le sens que, oui, Brady a perdu les pédales, mais
Winston, c'est 3 interceptions en fin de match. C'est ça qui fait la différence. Moi, je te pose une question là, vite Oui. de même, là, parce qu'on parle du 2-0 des Buccaneers, que là, ils ont 2 victoires. Mais est-ce que toi, si tu avoir vu ce match-là, tu te dis « Ah, c'est un 2-0 dominant, Non. ils vont continuer comme ça » ou tu te Non. dis « Hey boy, ils sont chanceux d'être 2-0 ». Pour moi, c'est difficile parce que ils vont avoir une bonne fiche Tampa Bay parce que si tu regardes leur division, je pense pas que Caroline va aller battre Tampa Bay. Puis les Falcons, peut-être. Peut-être. Les Falcons, ils ont quand Ils même ont une l'air pas pire d'avoir une attaque. attaque Ouais, c'est ça. inspirante, là. Puis la défensive, je Mais sais pas, c'est ça donne quoi. sûr qu'il y a quand même un bémol parce que Tampa Bay, dans ce match-là, Chris Godwin n'était pas là, Julio Jones n'était pas là. Mike Evans s'est fait expulser suite à une situation avec Lattimore. Je ne veux pas revenir là-dessus. Evans va être suspendu la semaine prochaine aussi. Fait que, c'est peut-être ça aussi qui faisait que Brady était fâché parce qu'il lançait des receveurs qui n'étaient pas nécessairement habitués de jouer avec. Fait que, moi, Tampa Bay, pour moi, c'est un 2-0. Tant mieux pour eux, mais j'ai hâte de voir la suite. Très franchement, là, moi, ça tombe bien parce qu'ils jouent contre les Packers la semaine prochaine. Fait que je vais vraiment regarder ce match-là. Je vais les voir. Mais pour vrai, Tampa Bay pourrait gagner contre les Packers puis je fasse comme OK, ils sont là pour de vrai. Mais très sincèrement, ça se peut que les Packers traversent complètement les Buccaneers la semaine prochaine. Hey, là, 2 équipes là, qui ont un début de saison, là, je te dirais peut-être coup-ci, coup-ça, on ne sait pas trop quoi en penser. Les Jaguars gagnent 24-0 contre les Colts. Wow! Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Wow! Pour moi, je retiens beaucoup de choses de Jacksonville, beaucoup de choses de positives de Jacksonville, en fait. Moi, je trouve qu'on a vraiment vu l'influence du nouveau coach en chef, Doug Peterson, sur cette équipe-là. Vraiment, l'attaque, pour moi, a été... autant l'année passée, je trouvais que Trevor Lawrence n'avait pas montré tant de choses prometteuses que ça. En fin de semaine, moi, j'ai vraiment vu un gars qui peut s'établir comme carrière numéro 1 puis faire un bon travail dans la NFL. Puis je pense que tout le monde est impliqué aussi, là, de ce que j'ai vu. Là. Tout le monde est impliqué. Pour moi, Christian Kirk, il y a beaucoup de gens qui doutaient un peu de son gros contrat. Il peut être receveur numéro 1. Il a prouvé qu'il pouvait être receveur numéro 1. Il y a eu un gros match en fin de semaine. On ne savait pas trop où on s'en allait avec les running backs à Jacksonville. Robinson a clairement pris la pole. Il est dominant, ce gars-là. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il est dominant. Ouais. Travis Etienne, de très bon deuxième aussi. Travis Etienne va être très bon, mais je pense que Robinson ouais. va amener... souvent, les deuxièmes running backs, des fois, il manque de punch ou c'est un peu prévisible. Ah, il va bloquer au lieu de courir. Mais Travis Etienne est capable d'acheter des bonnes verges. Puis il y a quand même, je pense, un match de 50 verges ou quelque chose comme ça. Exact. Qui est non négligeable pour un deuxième running back. Exact. Pour moi, l'espèce de séquence qui résume le mieux le début de saison des Colts, t'as Taylor qui, l'année passée, c'est le champion coureur. C'est lui qui a eu le plus de verges l'année passée. Au 4e quart, les Colts, ils ont un premier les buts à la ligne de 5. Et ils ont fait 4 passes. Ils ont fait 4 jeux par la passe de suite, puis finalement, ils n'ont pas inscrit de points. Pour moi, ça veut tout dire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette équipe-là. Tu sais, si tu veux, je peux te laisser parce qu'on en parlait avant le podcast. Non, là, c'est pas me laisser, c'est que honnêtement, je vais peut-être partir sur un breakdown des Colts. Ouais, je suis pas fan des Colts, mais tu sais, un peu, on s'en parlait un peu avant, puis je t'ai posé une question, je vais te la poser maintenant pour que ça sorte comme il faut tantôt, mais c'est quoi la nouvelle excuse des Colts maintenant? Parce que l'an passé, là, c'était Carson Wentz. Quand ça se passait bien, c'était grâce à la course, c'était grâce à la défensive. Mais là, dans le fond, on perd, c'est à cause de Wentz. Là, dans le fond, après ça, avant ça, il y a eu quoi? C'est Philip Rivers. Alors ça, il y a eu qui? Dans le fond, tu sais, il essaie de mettre, depuis que Andrew Luck a pris sa retraite suite aux blessures prématurées, on dirait qu'il essaie de remplacer par un corps arrière. Mais là, maintenant, c'est que ça ne marche pas. Ils prennent Matt Ryan, ça ne marche pas. Suite à 2 semaines, ça ne marche pas. L'identité de Matt Ryan, ce qui amène, oui, du leadership, mais c'est un peu... les gens le regardent comme « t'es qui toi, peut-être ». Je ne sais pas, dans le fond, c'est quoi l'identité que Matt Ryan amène. Est-ce qu'il fit là-dedans? Est-ce qu'il rentre dans le moule ou il dit maintenant les choses vont changer, ça marche comme ça? Je me demande vraiment, c'est quoi la nouvelle excuse des Colts? C'est-tu le GM? C'est-tu l'entraîneur-chef? Est-ce que la défensive est si dominante encore cette année ou on se fie à l'an passé, il y a 2 ans? Je ne sais pas à quel point, je ne connais pas les Colts, mais est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs en défensive pour les autres équipes? Est-ce que les joueurs vieillissent aussi, fait qu'ils sont moins peut-être redoutables que l'an d'avant? Ils perdent un petit peu leur edge ou la fraction de seconde qui leur manque? Mais les Colts, je me demande c'est quoi leur nouvelle excuse maintenant? Est-ce qu'on dit c'est encore de Matt Ryan? Le coordonnateur défensif des Colts est parti, il est rendu coach en chef des Vikings. Là. Donc, c'est peut-être ça aussi, le coordonnateur défensif est parti. Peut-être, mais tu sais, ultimement, si je me demande, c'est quoi la prochaine excuse?
Là, après ça, ils vont dire « Ah, Matt Ryan, ça ne marche pas. » Ils vont l'échanger. Ils vont prendre un autre. Pourquoi est-ce que tu ne redraftes pas quelqu'un? Il y a eu plusieurs années, il aurait pu drafter. Puis tu prends quelqu'un un peu comme les Steelers font, le Trubisky, pendant 2 ans. Tu draftes Pickett, il va apprendre. Un peu comme il s'est passé avec aussi là, Philadelphie qui a drafté Jalen Hurts, mais ils ont gardé Wentz le temps de la transition. La transition est faite un petit peu plus tôt que qu'est-ce qu'il aurait aimé, à cause des blessures de Wentz aussi, là, parce qu'il y a eu quand même des grosses commotions cérébrales à Philadelphie. Tu es prêt de le protéger à cause de la ligne à l'attaque. Ça va prendre absolument quelqu'un de mobile, fait qu'ils ont mis Jalen Hurts. Puis ça marche bien, tant mieux pour eux, mais ultimement, je me demande juste, c'est quoi la nouvelle excuse? Comment est-ce qu'ils peuvent sortir de ça? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir d'un 0-1-1? C'est quoi la stat avec 0-1-1? Ouais. Mais tu sais, comme on disait tantôt, en ce moment, l'équipe numéro 1 dans cette division-là, c'est les Jaguars. J'ai vu des choses positives des Jaguars, mais moi, je ne m'attends pas que les Jaguars finissent en haut de 500 cette année. Ils ont les outils. Les Colts sont encore... Ah, mais tu dis on s'attend pas. Mais l'an passé, les Bengals, que les gens s'attendaient à ça. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Moi, j'ai vu avec la transition, avec l'entraîneur-chef qui a de l'allure, ils ont juste changé d'entraîneur-chef. Ils n'ont pas tout fait le ménage partout. Non, là. c'est ça. Ils ont gardé c'est déjà leur positif. groupe. C'est ça, ils se connaissent. Ça va bien. Moi, mais je ne serais pas moi, surpris qu'ils gagnent la division rendu comme c'est. Parce que les Colts ne m'impressionnent pas du tout. Exact. Puis on va se faire un spoiler tout de suite. Ouais. Le match des Colts la semaine prochaine, c'est ton devoir de match. Puis pour vrai, s'ils sont traversés par Kansas City, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des changements. C'est peut-être le coach en chef qui va perdre sa job, mais ça va prendre un changement là. Ouais. Fait que je ne veux pas trop m'attarder sur ce match-là, on passe. Lyon qui gagne 36-27 contre les Commanders de Washington. Pour vrai, ça me fait mal d'aimer les Lions parce qu'ils sont dans la même division que les Packers, mais j'aime les Lions. Ils sont attachants. Ils sont vraiment attachants. C'est une équipe attachante. Sérieusement, l'attaque de Détroit, on s'entend, là, je suis un fan des Packers. J'ai vu Aaron Rodgers au top avec une équipe dynamique. J'ai rarement vu une équipe dynamique comme ça. DeAndre Swift, c'est un magicien. Amon-Ra St. Brown. Ah non, J'ai même pas de mots pour qualifier Amon-Ra St. Brown. Ça n'a aucun sens. Il a commencé à jouer en fin de saison l'année passée. C'est ça, il a même pas. L'année passée, il n'a même pas starté. Il est arrivé au milieu de l'année un peu comme un cheveu à la soupe. Puis il a joué les 6 derniers matchs l'année passée comme partant. Révélation. Puis là, il revient les 2 premiers matchs de l'année. C'est un malade mental, ce gars-là. Il est tout le temps tout seul. Il est explosif. Jared Goff, que ça ne marchait pas pantoute aux Rams, on blâmait lui. Là, on a amené Stafford puis on a gagné le Super Bowl, mais dans le sens que. Il y avait d'autres éléments qu'on a amenés, on en a parlé la semaine passée. Exactement. Ouais. Mais Jared Goff, pour vrai, a un début de saison incroyable. Ouais. Vraiment, Détroit. Les 2 running backs des Lions aussi, ils sont super bien. Exact. DeAndre Swift, mais aussi Jamal Williams, les 2 excellents. Puis chapeau aussi là, à Dan Skipper, qui est dans le fond le garde à gauche. Ce gars-là, il était sur les practice squad pendant 6 ans. Puis là, dans le fond, il était coupé à Hard Knocks en temps réel devant tout le monde. Il a fait de la practice squad à Détroit. Puis ce gars-là, à cause que les gardes à gauche se blessent, ils sont rendus à 2 blessés, il le signe d'urgence. C'est son premier match à vie comme starter dans la NFL, garde à gauche, et le nombre de brèches qu'il a ouvert à Swift. À la fin, il y a eu une balle de match. Puis ça, c'est là que tu vois le leadership de leur entraîneur-chef. Il l'a amené au podium devant les journalistes pour dire ce gars-là, c'est grâce à lui qu'on a gagné, puis il mérite sa place au podium. Combien de gardes à gauche sont amenés au podium et qui ont une balle de match? Chapeau. Félicitations. Il y a une vidéo, là. Skip! Where are you? Puis là, il se retourne. Puis là, tout le monde, ah, the boy Skip! Là, ils applaudissent. C'est inspirant. J'en parle, je suis ému, je vais brailler. Ma seule inquiétude, je t'avoue quand même que même si j'embarque dans le bandwagon des Lions, ils ont quand même donné 65 points en 2 matchs, leur défensive. Ils ont quand même joué contre 2 attaques très bonnes, là, Philadelphie puis Washington, qui sont capables de mettre beaucoup de points sur le tableau. Mais mon point d'interrogation, il est là. Quand même, donner 65 points en 2 matchs, il y a quand même... L'important, c'est la victoire. Puis je vais être franc avec toi, je veux jouer un peu l'avocat du diable. Parce que oui, ils ont donné 27 points aux Commanders. Oui, c'était une raclée, puis les Commanders ont commencé à mettre des points. Mais au football, il y a un moment où est-ce que quand tu joues avec une grosse avance, tu joues plus confortable, puis tu te dis juste, on écoule du temps, on joue moins rough, on laisse aller, c'est pas grave un toucher, c'est pas grave. Fait, tu joues un peu en contrôle, puis tu n'es pas là pour viser le gagner à 0. Fait, dans le fond, ils ont mis des points. L'année, ils se sont rendus compte, oh shit, ils commencent à y croire, on va rejouer. Ça a pris quelques reps, mais même si les Commanders ont mis beaucoup de points et ont fait des gros jeux à l'attaque, eux se sont dit, on y croit, on veut revenir. Ils ont été capables de closer le match quand même. Ils ont été capables d'avoir des bonnes séquences en défensive, de rendre la vie difficile aux Commanders. Fait, au début, ils jouaient avec, on a un gros lead, c'est pas grave. Puis là, OK, là, ça devient grave, on se ressaisit.
ils ont été capables. Puis le grit, là, comme ils parlent dans Hard Knocks, là, c'est ça leur mojo de grit. Fait que c'est ça le grit qu'ils veulent. Puis ils veulent les prendre. Puis ils veulent être sûrs de dire si on a une victoire, on la tient puis on la lâche pas. C'est pas comme l'an passé, on abandonne. Puis ils ont été capables de remettre des points au tableau. Ils ont été capables d'accentuer leur avance. Puis ils ont été capables de garder le match. Puis chapeau à eux. Vraiment, c'est la victoire. Exact. Puis moi, je maintiens que Détroit, comme on s'était dit dans les podcasts avant, moi, je suis pas mal convaincu qu'ils vont finir deuxième dans cette division-là en arrière des Packers. Et je ne serais pas étonné de les voir se tailler une place en série. Ouais, moi, comme 6e ou 7e. Ouais, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Pour Détroit, ce serait le fun. Ouais. Pour Détroit, ce serait le fun. Maintenant, là, les Browns contre les Jets. Les Jets qui gagnent contre les Browns. J'ai pas vu ce match-là. J'aime ton rire. Mais les Browns qui ont une avance quasi surmontable. On parlait de défaites gênantes. Ça, c'est gênant. Il y a des défaites pas gênantes, là, mais ça, c'est gênant. La seule chose que j'ai vue, Jets, c'est que le botteur de Cleveland a raté son extra point sur le dernier touché. Fait qu'au lieu d'avoir 21 points, ils ont eu 20 points. Puis Joe Flacco a eu 2 passes de toucher dans les 2 dernières minutes. Et eux, ils n'ont pas raté leur extra point. Fait qu'ils ont gagné 21. Ils ont réussi un onside kick. Les chances que ça réussisse, ce jeu-là, ça marche ça pas. Ça prenait bien les Jets contre les Browns pour que tout ça Jets, fait que c'est tout feu, tout flamme. Regardez peut-être pas le match au complet, mais regardez les highlights. Ça vaut la peine. Regardez les highlights de Nick Chubb. Même si j'aime pas les Browns, je m'excuse, Simon. Simon Paquette qui nous écoute sûrement. Oui. Mais Nick Chubb est quand même exceptionnel. Là. Ah non, Nick le Chubb jeu à l'attaque des Browns, exceptionnel. Mais ils ont quand même marqué 30 points, mais la défensive qui accorde 31 points aux Jets, inacceptable. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Tant mieux aux Jets. Bravo pour eux. Ils ont gagné. Ça va faire du bien à la ville de New York encore. Mais c'est la surprise la fin de semaine. Il y a eu des surprises en fin de semaine, mais ça, c'est la surprise. Une autre surprise, quand même, un extrêmement gros match. Les Dolphins qui gagnent 42-38. Ils perdent par 21 points au 4e quart. C'est le match de la fin de semaine, ça, pour moi. C'est le match de la fin de semaine. Spectaculaire. Ouais. C'est incroyable. C'était 28-7 Baltimore à la mi-temps et c'était 35-14 Baltimore au 4e quart. Et Tua, combien de passes de toucher, Marc? 6 passes de toucher dans le match. Le premier depuis qui? Ah, ça, je ne sais pas, par exemple. Dan Marino. Pour les Dolphins. Pour les Dolphins. Dolphins. Je pensais que tu parlais dans la Ligue. Sinon, dans la Ligue, non, Patrick Mahomes l'a fait il y a quelques années. Mais 6 passes de toucher, c'est pas grand monde qui peut se vanter d'avoir fait ça. Et je vais être franc avec toi, là, puis je veux ta réaction aussi, mais Tua, là, moi, je trouve que c'est un bon corps arrière. Puis les bons corps arrière, quand ils ont 2 bonnes armes à l'attaque, il n'y a pas juste 2 bonnes armes, mais tu mets Jaden Waddle, puis tu mets aussi Tyreek Hill. Il y a plein de gens dans la off-season qui disaient « Ah, Tyreek Hill, c'est comme une Lamborghini avec un chauffeur qui n'est pas bon. » Non. C'est que j'en parlais des petits jeux là, à 3 passes. Là, quand le petit jeu est télégraphié, il faut que tu sois extrêmement précis. Quand tu lances une bombe de 30 verges ou de 40 verges, ton receveur peut aller chercher la balle puis aller au point d'attraper. Dans le fond, tu as une petite marge de manœuvre. Là. Si tu as juste envoyé la bonne distance, c'est une petite marge de manœuvre. Fait que pour vrai, chapeau à Tua. 6 passes de toucher. C'est pas grand monde qui peut faire ça dans la NFL. Puis tu as beau avoir affronté une défensive des Ravens qui était un petit peu amochée par les blessures. Au 4e quart surtout. Là, oui. Mais il y a des défensives médiocres dans la Ligue. Tu as des défensives qui sont extrêmement blessées dans la Ligue. C'est pas grand monde qui peut lancer 6 passes de toucher. Exactement. Donc, je aucune excuse. Tua, félicitations. Bravo pour chapeau. ton match. Sérieusement, chapeau. Tu parles de Waddle et de Hill. Je veux juste pas qu'on oublie Mike Gesicki. Excellent joueur, je ne sais pas si vous avez vu son catch sur son toucher. Quand Tua a lancé le ballon, j'ai failli arrêter de regarder parce qu'il a tellement lancé le ballon haut que je me suis dit, ça s'en va dans les 4e rangées dans les estrades. Oui. Gesicki, je pense qu'il mesure 6 pieds 9. Je pense que j'ai entendu 6 pieds 8, 6 pieds 9. Ouais. Il a sauté pour vrai. Ça n'a aucun sens. Si on regarde la hauteur du ballon quand il attrape le ballon, c'est juste ridicule à quel point il attrape ça haut. Puis, souvent, des fois, on voit les joueurs là, quand ils ne sont pas en uniforme, là, le saut vertical, à quel point ils peuvent sauter. Puis là, tu te dis, il y a un reach de 3 mètres. Mais ouais, il va-tu vraiment l'atteindre en match? Oui. Je pense que là, il a atteint. Voilà, c'est ça. Fait que je voulais juste pas qu'on oublie Gesicki aussi parce que. Puis pour moi, Miami. On en a parlé tantôt, on va en reparler tantôt, mais ils vont être bons, là. Ça va être tout un match la semaine prochaine. Parce qu'ils ont le pire, tu sais, c'est quoi le pire? On parle de Tua puis on parle des wide receivers. Mais toi et moi, on sait très bien qu'ils ont 4 running backs exceptionnels sur leur roster. Oui, en plus. Ils en ont 4 de bons, là. Il y en a 4 de bons. Oui. C'est exceptionnel. Pour de vrai, là, les Dolphins, chapeau à eux. Puis leur entraîneur-chef est hilarant. Allez le voir en entrevue. Allez voir ses conférences de presse. Il me fait rire, mais il me fait rire. À chaque semaine, il y a des commentaires. La semaine dernière, c'est l'affaire de la brouette avec Tyreek Hill. Oui, c'est ça, oui. Puis lui, il m'a fait rire avec l'affaire de la douche. Il disait, c'est quoi la différence entre être un head coach
puis un coordinateur à l'attaque. Mais il dit un coordinateur à l'attaque, non, je vois pas les médias de mercredi à dimanche. Je peux me sauver avec juste une douche. Là, je peux pas me cacher. Il dit ça en entrevue. C'est bon. Un entraîneur-chef qui dit ça en entrevue. C'est tellement bon. Puis là, cette semaine, il a dit j'avais dit à mes gars, on a joué avec une bonne avance, puis on a closé le match. On a eu un super bon match contre les Patriots, mais j'aimerais ça qu'on rencontre de l'adversité. J'aimerais ça qu'on perde un match par beaucoup de points pour voir comment on va réagir. Les gars m'ont pris trop au sérieux. Je pense qu'ils ont ri. Je pense qu'ils ont fait exprès là, qu'on perde par 21 points. Puis ils se sont dit 21, c'est bien correct. On est chill, coach. Inquiète-toi pas. Là, ils sont rattrapés. À la fin, je fais you punked me. C'est comme, en entrevue, il est drôle, il se prend pas au sérieux, mais il prend son sport au sérieux. Ce gars-là est exceptionnel. Allez voir l'entrevue. Cool. Dernier match à parler, qui était le premier, le prime time. On en parlait comme le match à pas manquer de la fin de semaine, qui était le jeudi soir. Les Chiefs qui gagnent 27-24. Match vraiment spectaculaire. J'ai adoré ce match-là. Toi, c'est quoi, mettons, que tu retiens? Moi, j'ai peut-être 2-3 choses en priorité, mais toi, moi, j'ai 2 choses. Vas-y. En fait, 3 choses. La ligne défensive des Chargers, moi, m'a impressionné dans ce match-là. Exceptionnel. La ligne défensive des Chargers, vraiment, numéro 1. Mike Williams, on va se le dire, là, quel receveur exceptionnel. Wow. Vraiment, j'adore ce receveur-là. Et honnêtement, je pense qu'on ne parle pas assez de Patrick Mahomes. Ce gars-là, il est débile mental. On en a trop parlé. Les médias en parlent trop. Oui, c'est ça. Ils en ont tellement parlé que là, on parle juste de Herbert, puis de Burrow, puis de l'autre, puis de l'autre. Sensations, oui. Patrick Mahomes, là, wow! Quel match! Sa première passe de toucher, je sais pas si vous avez vu son petit flic sur le side, là. Oui. Aïe, aïe. Il se déplace vers la droite, puis il lance sur le side. Puis il y a un nombre de joueurs là, qui ne peuvent pas atteindre cette balle-là. C'est malade. Puis son match, en général, pour vrai, il est incroyable. On n'en parle pas assez. Il a beau avoir perdu Tyreek Hill. Il s'entorche de Tyreek Hill. C'est une attaque plus balancée, C'est une attaque plus balancée. Edwards-Helaire connaît un breakout year cette année. Ils l'ont remis dans le game. Vraiment, moi, Mahomes, je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Il est exceptionnel, ce gars-là. Moi, il y a 2 choses que je retiens. Le manque d'opportunisme des Chargers leur a coûté la partie. Parce que le nombre d'interceptions échappées par les Chargers, c'est exceptionnel. Je pense qu'on parle de 5 ou 6. Durant le match, il y a 5 ou 6 presque interceptions. Puis il y en a une où est-ce que Justin Herbert s'est fait intercepter par les Chiefs, ramené dans la zone de but, un pick six. Ouais. Je pense 3 minutes plus tôt durant le match, en termes de time clock, c'est presque arrivé, mais pour les Chargers. Oui. Parce que Patrick Mahomes lance une passe qui est presque interceptée, puis il n'y a personne pour aller plaquer ce gars-là des Chargers. Je ne sais pas qui là, a presque intercepté, mais ce match-là aurait pu être à l'avantage des Chargers. Ça, c'est vraiment la première chose que je retiens, le nombre de passes. Le nombre d'interceptions échappées par les Chargers aura coûté le match. Oui. Puis la deuxième chose, c'est qu'à la fin, on savait très bien que le match était fini. C'est 27-17. Tu es à 2 possessions. Il reste presque plus de temps. Qu'est-ce que Justin Herbert fait encore sur le terrain, la manière qu'il joue alors qu'il est blessé aux côtes? Il y a eu un mauvais plaqué, il a mal, il est en souffrance. Puis là, il joue sur le banc, pour une question d'ego. Là tu penses pas à ton match, ça te prend 2 possessions. En fait, on peut pas... un plaqué qui est blessé. C'est lui qui veut rester sur le match. L'entraîneur-chef le laisse là. C'est ça. C'est parce que tu es à 2 possessions. Dès qu'il est blessé, là, avant qu'il se blesse, continue à le garder sur le match. Un onside kick, on l'a vu, ça peut... tu marques un toucher, ça va. On peut pas blâmer un athlète de vouloir rester dans le match, non, mais c'est la job du coach de dire non. Là, tu es blessé. Là, on a des enjeux pour la saison. Tout le monde parle de nous pour aller en série pour la première fois. Mais si lui, il se blesse, puis il n'est pas top shape pour les prochaines semaines, puis il perd des matchs importants à cause de ça va pas être rattrapable, puis on va parler d'une saison gâchée pour les Chargers. Absolument. Avec tout ce qu'ils ont mis en défense, puis en attaque, pour consolider leur attaque, puis la défensive pour venir avoir des stops importants, comme on parlait la semaine dernière, si tu n'as pas ton QB étoile, ben ça ne marchera pas. Je suis 100% d'accord. Je sais pas c'est qui le QB backup des Chargers, mais je veux pas le savoir c'est qui. Non, ça nous j'aimerais intéresse ça pas. voir Justin Herbert sur le terrain. Toute l'année, oui, c'est ça. Toute l'année, parce que c'est lui qui est électrisant, il est exceptionnel. Puis pour eux, c'est lui qui leur donne les meilleures chances, parce que tu changes de QB, puis je sais pas si ça fait la même histoire que Cooper Rush pour les Cowboys. On ne sait pas. Lui-même était le backup parce que Tyrod Taylor s'est fait percer un poumon. D'ailleurs, il poursuit le coach. Pour 5 millions, il fait bien. Le médecin des Chargers. Moi, si quelqu'un me perce un poumon avec une aiguille, je vais le poursuivre. Ça va être terrorisant. Excuse-moi, je t'ai percé le poumon. Voyons, je capote. Je pense que je suis inconscient. Je comprends pas. Comment tu te gères après ça? Oui, c'est ça. L'aiguille est encore dans le poumon. Comme, OK, bouge pas trop. Je pense que j'ai percé ton poumon.
je peux pas enlever l'aiguille tout de suite. Quoi? À quel point la Je suis capable de- scène Ah ouais, c'est fou. me stresse. Je débile. l'ai pas vécu, mais la scène me stresse. Oh my God. Quand tu remarques les matchs la semaine prochaine, Marc, y a-t-il des matchs qui te font... Ben moi, premièrement, la semaine passée, dans notre podcast, on disait qu'on était gâtés dans les matchs prime time parce que les matchs prime time, c'est tout le temps le match de la semaine. On n'est pas trop gâtés cette semaine dans les matchs prime time. Steelers-Browns, je vais l'écouter. Je le sais que c'est ton équipe, là, mais Non, disons qu'en c'est, tant que fan de football qui ne comprend pas pour aucune de ces deux équipes-là, je m'excuse Julien, je m'excuse Simon. Je peux pas dire que c'est un match. Honnêtement, ça se peut que jeudi soir, je fasse autre chose de ma soirée. Je suis très honnête, là. Regarde, Marc, je vais te prendre avec toi. Steelers-Browns, la bataille de l'Ohio. Oui, Puis il y a beaucoup de gens au Ohio qui vont voir ce match-là. tu as raison. Merci, bonsoir. Donc, par rapport à ça, c'est juste que je pense pas que c'est deux équipes qui... en tout cas, c'est un match de division, des matchs de rivaux, c'est important pour eux. Mm. Puis je pense que c'est un match plus important qu'on pense parce que dans la division, une équipe à 2-1 versus 1-2, Ça change beaucoup. ça peut changer c'est clair. beaucoup. Fait que si une équipe qui veut rester en vie, terminer peut-être deuxième derrière les Ravens ou aspirer peut-être à faire les séries éliminatoires puis terminer premier de la division, ben, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Parce que l'équipe qui perd dans ma tête après 3 matchs, j'y croirais plus. Non, c'est ça. Ouais, c'est Moi, ça. dans ma tête, c'est Ouais. peut-être drastique parce qu'une saison de 17 matchs, il y a beaucoup de football à jouer, mais la manière que ces équipes-là jouent, c'est pas un 1-2 ordinaire. Si les Chiefs tombent 1-2 contre des grosses équipes... Mais comme c'est arrivé, je pense, t'sais- l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop, les Chiefs ils avaient commencé justement. ouais, là, mais je veux tout contre des ben, équipes c'est ça, exact, c'est boostées de l'année passée. c'est que c'est pas inquiétant, mais l'équipe entre les deux qui va tomber à 1-2. Oui, avec les duels qu'il leur reste, ça va être C'est ça. difficile. Sinon, les autres matchs prime time, le match du dimanche soir, San Francisco-Denver, c'est pas un match qui m'intéresse bien gros non plus. Puis le match du Monday Night, Dallas contre les Giants, c'est pas nécessairement un gros match ultra intéressant non plus. Mais ça va être ton match à regarder. C'est ton devoir de la Oh semaine. yes, parfait. Coup de théâtre. Coup Non. de théâtre. Mais la raison est simple, c'est que c'est deux équipes qui m'intriguent. Les Giants, j'ai pas vu leur match au complet, j'ai vu des bribes seulement. Ça a l'air d'une défensive exceptionnelle qui peut créer des revirements. Chose que les Cowboys sont aussi avec Micah Parsons, puis avec aussi le frère de Stephon Diggs, Trevon Diggs. Donc, beaucoup d'inspiration au niveau des parents pour le prénom. Mais je tiens à dire que les Cowboys contre les Giants, c'est un match qui va être important pour chacune des deux équipes. Les Giants pourraient commencer 3-0, donc vraiment se donner une bonne avance, puis se donner En une tête de la avance confortable dans leur division à eux. C'est important de commencer 3-0 et non 2-1. Mais pour les Cowboys, avec la blessure de Dak Prescott, un 2-1 serait vraiment important pour eux parce que s'ils tombent 1-2, 1-2 avec la division blessure, qu'ils ont actuellement, là, ça va devenir extrêmement difficile de revenir de l'arrière. Donc, pour les Cowboys, c'est super important, mais pour les Giants, ils peuvent gagner en confiance. Puis, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Je pense que contre les Cowboys, c'est le temps d'en mettre beaucoup. Puis, je suis content de voir les Giants parce que c'est une fiche quand même intéressante, 2-0, mais j'ai hâte de voir justement, ils en C'est que sont tu ne où. connais pas. Non, j'ai connais C'est zéro. combien là. d'années que tu n'as pas vu un match Zéro. des Giants Pour vrai, au complet, c'est- mettons? je sais même pas. Mettons, depuis les années d'Eli Manning. C'est ça. Fait que, depuis la transition, là, ben, tu sais, ça fait quand même Un je bon pense bout de temps. c'est la 3e année ou 4e année de Daniel Jones. là. Oui. C'est que j'ai pas vu un T'sais, match fait complet. que, J'ai vu des highlights dans certains matchs, des bribes de certains matchs, mais Ouais, sinon, mais c'est ton fait devoir de que- la semaine, Marc. parfait, Puis, super. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire de ces deux équipes. Mais sinon, pour les auditeurs, c'est peut-être le temps de gagner des points de couple avec votre conjointe, puis de ne pas regarder de match le soir, jeudi, dimanche, puis lundi, pour vous en garder pour les prochains matchs, pour les prochaines semaines. Parce que C'est aux pommes qui sait. peut-être sortir aux pommes le soir, oui, effectivement. Ben oui. Parce que pour moi, les matchs les plus intéressants sont clairement dimanche dans l'après-midi. Oh mon Dieu, oui. J'en ai quelques-uns. Là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 matchs dimanche pour moi qui méritent notre attention. Puis je pense que tous les matchs les plus importants sont à 1 heure. Je comprends pas. La majorité, oui. Ils La doivent majorité, changer oui, c'est ça. ça. Ils doivent. Oui. Là, la NFL l'a fait par le passé. Il faut qu'ils mettent leur culotte. Il faut qu'ils enlèvent 49ers Broncos de là. Oui, puis Puis mettre il faut qu'ils mettent oui. un des matchs. Puis honnêtement, là, je sais pas toi, là, mais pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, rapidement, là, le match que moi je voudrais voir là, c'est Bills Dolphins. Qui est un combat pour la division. Les deux équipes sont à 2-0. Bills Dolphins, pour moi, c'est le match de la fin de semaine. Sauf que l'affaire, c'est que les Bills, il y a 2 semaines de jouer, les Bills ont joué jeudi soir puis lundi soir. Tu as un maximum de 4 prime Tu time. peux pas, durant la les saison. mettre les 3 premières semaines dans le prime time, mais je suis d'accord avec Non, toi tu que peux les mettre les 3 premières. C'est juste que Oui, mais- durant une saison, Oui, chaque c'est équipe que- peut pas oui, être plus que 4. je le sais. Mais c'est que là, si tu mets les Ah, 3 merde, premières, je mais- comprends que pour les diviseurs, mais pour moi, le match de la fin de semaine, Moi aussi, je confirme. Buffalo-Miami, pour moi, c'est les deux équipes qui m'impressionnent le plus depuis le début de la saison.
dans la AFC. Dans la NFC, je dirais que les deux équipes qui m'impressionnent le plus, c'est peut-être les Eagles puis les Détroits. Mais dans la AFC, c'est clairement les Bills puis les Dolphins. C'est sûr que je ne manque pas ce match-là. C'est sûr que ce match-là, je l'écoute. J'enchaîne avec ton devoir de la semaine. Oui. Ton devoir de la semaine, ça va être les Chiefs contre les Colts. Ouh, OK. Bon, j'avais un peu spoilé tantôt. Je veux que tu me donnes ton opinion sur ce qui se passe avec les Colts. Je vais les regarder attentivement. Je vais plus regarder les Colts. Oui, c'est que ça. les Chiefs, je Oui, dirais. regarde les Colts parce que les Chiefs, je ne suis pas inquiet. Je m'attends que les Chiefs gagnent ce match-là, mais je veux que tu me Et de dises quelle qu'est-ce que manière, tu. Oui, par c'est ça. combien? Je veux que tu me dises ce que tu vois chez les Colts. OK, parfait. Je vais regarder ça attentivement. Parfait. Sinon, peut-être les matchs à pas manquer aussi. Il y a des matchs intéressants que j'ai hâte de voir. Là, puis ça a l'air épais ce que je vais dire, mais c'est deux équipes à 0-2. C'est Raiders-Titans. Je l'avais dans ma On dirait liste. parce qu'il y a une des deux équipes qui aspiraient aux grands honneurs, puis il y en a une des deux qui va être 0-3. On s'entend que 0-3, c'est fini. Là. C'est fini. C'est fini. déjà les Raiders, tantôt on disait qu'à 0-2, c'est pas mal fini. Peu importe laquelle des deux va tomber à 0-3, je vous annonce ici On là, parle que de- l'équipe les- qui tombe à 0-3 entre ces deux-là, c'est terminé. Là. Les haricots sont C'est cuits. ça, puis les Raiders, qui étaient une des équipes les plus hypées, puis les Titans, c'était les anciens numéro 1 de la IFC de l'an passé. Donc, si une équipe est 0-3 là-dedans, c'est extrêmement décevant. Puis l'autre, les deux ont vraiment besoin d'une victoire. Fait que ça, ils se battent pour la saison. Là. Semaine 3, C'est puis un parce match. que C'est presque un insurmontable. match de série là, pour ces deux équipes. carrément, il faut parce Ouais. que sinon, on va parler d'une équipe décevante puis qui ne ferait pas les séries éliminatoires. Puis rendu là, une fois que la chaîne débarque là, à 0-3, les Ouais. joueurs sont moins investis. Puis ils vont perdre des matchs qui auraient dû gagner en temps normal. Puis ça devient dur pour le moral. Puis le message du coach ne passera plus. Puis pour un nouveau coach, si c'est les Raiders sont 0-3, c'est terrible pour Et pour McDaniels, McDaniels. ça va être pour l'enfer. les Titans. Vrabel pourrait survivre ça. Mais, Peut-être, oui. Pour le poste Pour d'entraîneur moi, chef le des 0-3 Raiders, est plus catastrophique pour les Raiders que pour les Titans. 100%. Suite aux précédents insuccès des Raiders puis aux précédents succès des Titans. Puis je avec pense la que division respective de chacun, Aussi. pour les Raiders, un 0-3, c'est pire que les Titans. Aussi. Il y aura peut-être d'autres bons matchs dans la fin de semaine. Il n'y en a aucun vraiment qui m'apparente plus. Ben, moi, alléchant. je vais quand même hyper quelques matchs. Détroit, Minnesota, bon, je vais peut-être hyper des matchs de Détroit parce que je les aime bien. Mais ce match-là pourrait quand même donner déjà une bonne idée à savoir qui va finir deuxième dans la division. Je demeure convaincu que les Packers vont finir premier. Mais moi, je m'attends de voir quand même un bon match, justement, pour savoir qui va se classer deuxième dans cette division-là. Mais moi, j'ai hâte de voir aussi, peut-être, regarder si vous regardez ça, le jeu au sol des Vikings. Parce que Dalvin Cook est supposé être un des top running backs de la Top Ligue. 5 de la Ligue, puis Puis on parle n'en de parle pas. Là. Kirk Cousins comme un bon passeur. C'est pas le plus mobile, mais il est très précis. Puis tu as Adam Thielen, qui est un excellent, dans le fond, le wide receiver numéro 2. Puis Jefferson, qu'on parlait qui était inarrêtable semaine 1. Semaine 2, ils n'ont rien fait contre, dans le fond, contre les Eagles. Mais ils sont très bons en défensive, les Eagles de Philadelphie. Fait que peut-être que là, contre une défensive plus permissive, ils vont mettre plein de points. Exact. Mais les Lions sont capables aussi de mettre plein de points. Oui, Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je sens je que sais, c'est un c'est match ça. à haut pointage. Puis sûrement que si vous aimez ça, Lyon-Vikings, peut-être que c'est le match qui va avoir le plus haut total de De points. points. dans la fin de semaine. Exact. Peut-être Philadelphie-Washington aussi, je ne sais pas. Mais sinon, un match qui m'intéresse, qui peut peut-être sortir un peu du champ gauche, mais Chargers-Jacksonville, je vais garder un œil là-dessus quand même. Si Justin Herbert joue pas. Oui, exact. Si S'il Justin joue Herbert, de s'il joue comment de il quelle joue. façon. Ouais. Puis, tu sais, s'il est là, est-ce que Jacksonville, avec son 24-0 de la semaine qui vient de finir, est-ce qu'ils sont capables de donner un match aux Chargers? Moi, je pense que pour les Jaguars, c'est un match baromètre en fin de semaine. Ouais. S'ils sont capables de tenir les Chargers, si Herbert ne joue pas, c'est différent. Là. Ouais. Mais si Herbert joue puis Jacksonville est capable de tenir les Chargers, pour moi, on va avoir la preuve. Même s'ils perdent, si c'est un match serré, on va avoir la preuve que les Jaguars sont remis sur les rails et qu'on va avoir un. Surtout avec la défensive des Chargers, qui est Ouais. exceptionnelle. S'ils ont de mettre des points puis d'avoir un bon jeu au sol, d'être capable de ne pas l'abandonner malgré la bonne ligne de défense que les D'avoir des Chargers séquences ont. constantes, de ne pas Ouais. toujours avoir des Puis de three pas and out. tomber Là. dans juste on passe parce qu'on ne peut pas courir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner comme match. Rams-Arizona, un match qui peut peut-être indiquer qui va prendre le dessus dans cette division-là. Parce que pour moi, c'est les deux équipes qui peuvent aspirer à finir premier dans cette division-là. Je pense que les Cardinals ils ont un edge. Suite à leur victoire, la manière que ça s'est fait, puis les Rams, ils ont sauvé une victoire plutôt qu'en gagner de manière dominante. Exact. Ils ont évité la remontée, tandis que les Cardinals ont créé la remontée. Ils ont peut-être trouvé leur identité première. Là, comme je vous dis, peut-être que moi,
Les Cardinals sont à Peut-être un surveiller. Parce que petit les edge. Rams, là, ça ne m'étonnerait pas que ce soit 1-2 après ce match-là. Exact. Donc, pour moi, c'est un match que je vais surveiller dans la fenêtre de 4 heures. Là. Tu sais, on parlait de la fenêtre d'une heure qui était remplie. Pour moi, ce match-là. Et sinon, ben, je vais parler pour ma paroisse, mais le match Packers-Buccaneers va quand même retenir mon attention. Ce match-là pourrait déterminer qui va avoir le bye dans la NFC. Je ne serais pas étonné qu'une de ces deux équipes-là finisse premier de la NFC à cause de leurs divisions respectives qui ne sont pas super fortes. Mais même de l'association. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, Tu parles de leur division, mais même l'association. n'est Là, pas ultra forte. parce que moi, c'est la AFC, là, les top équipes. Là, qui Top en équipes mettent, sont dans la puis, AFC. parce que sinon, les autres, là, je vais être franc avec toi, dans la NFC, je parle. Green plus Bay, Tampa Bay, Philadelphie. Eagles, Détroit. Tu sais, c'est comme les équipes qui ressortent. Le Détroit, Commanders, sinon, peut-être. tu sais, Rams, Cardinals, qui sont pas super impressionnants depuis le début de la Non, saison. Puis je pense vraiment que les Rams, l'année dernière, c'était leur année à gagner. Puis là, cette année, ils ont perdu des gros éléments. Exact. Là. Ils ont perdu là, 2 joueurs de ligne à l'attaque vraiment importants. Il y en a un qui a pris sa retraite. C'était comme Armstrong, Armstead, quelque chose- Walter Payton Man of the Year. Dans le fond, c'était, je ne me rappelle plus, là, mais Armstrong ou Armstead, me semble, il est coco rasé. Coco Là, je le vois, il rasé. est super grand. Là, mais Oui, ouais. exact. Puis il y a aussi, ils ont ramené un vieux retraité qui était Weedle en défensive, qui a connu une coupe de gros matchs. Il a joué juste 3 matchs de série, il a gagné. À la fin, il a joué avec un pectoral brisé, complètement déchiré. Il a dû avoir des chirurgies. On regarde la photo, là, son pectoral est complètement bleu. Il jouait avec un bras au Super Bowl. Il jouait avec un bras droit seulement. fou. Tu regardes ses plaqués, il plaquait pas avec le bras gauche. C'est hallucinant. Enfin, il a été capable de rester sur le terrain quand même parce que c'était son rêve. Donc, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de pièces importantes. Puis je pense qu'ils vont pas être capables de recréer ce qu'ils ont fait l'an passé. L'an passé. Fait que c'est pour ça que pour moi, le match Packers-Buccaneers veut quand même dire quelque chose parce que ça se peut que ce match-là détermine qui va avoir le bye parce que l'équipe qui va gagner ce match-là va avoir le tiebreaker sur l'autre s'ils finissent égal en fin de saison. Fait que pour moi, c'est peut-être un match là, quand même à surveiller. Parce que moi, peu importe les matchs de la division, là, qui était la division là, atroce, là, je parle des Eagles, les Giants, Commanders puis Cowboys. Historiquement, c'est une division où est-ce que des fois une fiche perdante faisait des séries éliminatoires. Puis on dirait que c'est 4 équipes qui ont une fiche à 500 ou à 2-0. Fait que Eagles 2-0, Giants 2-0, Washington Commanders 1-1, Dallas 1-1. Fait que c'est une division qui est à surveiller. Là. C'est plus, Clairement, c'est plus plus une division facile Ben, où tu vas traverser tout C'est le monde. peut-être, en tout cas, je m'avance peut-être. Bien balancé. mais Là. C'est peut-être la division la plus balancée, là, en tout cas, à tout le moins dans la NFC. Avec là. les changements puis ce qu'ils sont en train de cuisiner. Là. What's cooking there? Ouh. J'ai hâte de voir ça. Mais regarde, là, on va en parler la semaine prochaine. Moi, pour moi, ça fait le tour de l'émission aujourd'hui. Ça fait le tour. J'ai hâte de voir. Il y a peut-être moins de matchs emballants, mais je pense qu'il va y avoir des résultats surprenants. Ben, en fait, C'est je ça suis que pas j'ai hâte de d'accord qu'il y a voir. moins de matchs emballants. Il y a moins de matchs emballants en prime time, mais il y a des beaux matchs emballants. T'as raison, Dimanche dans l'après-midi, il y a À des super 1 beaux heure, matchs là, emballants. Là. À 1 heure. Là, À 1 heure, il y a des beaux matchs. Là. ouais, vraiment. Buffalo, Je suis d'accord avec Miami, Detroit, Minnesota, Las Vegas, Tennessee. Il y a des beaux matchs là, quand même. Là. Oui, tout à fait. Mais regarde, on s'en reparle. N'oubliez pas de nous écrire si jamais il y a quoi que ce soit sur vos décisions fantasy football. Écrivez à Marc, pas à moi. Mais sinon, pour le reste, je vous souhaite une belle semaine de football. Puis parlez-en bien, parlez-en mal, mais regardez-en. Voilà. Ça, c'était ma phrase C'était que une je ne belle redirai phrase. plus jamais. C'est durant le terminé. podcast. C'est terminé. Merci beaucoup. Passez une belle semaine. Yes, merci Julien. On se voit la semaine prochaine. Merci à toi, coach. Ciao.